Donc en avant, je vous prie de m'excuser pour ces débuts un petit peu laborieux qui sont liés, comme souvent, à des difficultés techniques. Mais maintenant, nous avons le son, l'image, le public. Donc, cher public, merci d'être là aujourd'hui pour ce troisième épisode des aventures de la révolution industrielle. Et donc aujourd'hui, en fait, on va parler de diffusion de la révolution industrielle. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a fait un gros plan sur les techniques. C'est-à-dire qu'on a expliqué essentiellement ce que c'était que ce que le développement de l'énergie, de la vapeur et de la machine à vapeur avait permis de changer. Et du point de vue technique et du point de vue de ses conséquences sociales. Mais on était quand même resté plutôt dans les frontières du Royaume-Uni, à l'exception de la dernière partie, quand on s'était intéressé aux lignes isochrones, donc en fait à l'accélération des déplacements, parce que j'avais trouvé de carte des lignes isochrones que pour les États-Unis. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la diffusion de la révolution industrielle, je vous en prie, en insistant en fait sur, en montrant qu'il y a deux possibilités, deux grandes familles d'explications. Une famille plutôt institutionnaliste qui va insister sur en gros les facteurs culturels, institutionnels, et puis une famille économico-politique qui va insister soit sur l'aspect volontariste de la politique, soit sur les déterminations purement économiques. En fait, ce développement qu'on a vu apparaître dans l'Angleterre du milieu du XVIIIe siècle, le développement des machines textiles, les premiers effets se font sentir sur le continent assez rapidement, puisque par exemple, la première machine à vapeur de Watt, alors que la machine à vapeur de Watt, sous sa forme définitive, avec la roue, le régulateur, c'est pratiquement c'est 1778, la première machine à vapeur de Watt, elle est installée dès 1780 à Paris, dans un endroit qui porte encore le nom en fait, de cette machine, puisque vous savez que dans le 16e arrondissement, il y a une rue de la Pompe. La pompe en question, c'était une pompe dite pompe à feu. Pompe à feu, c'était quoi? C'était de la même façon qu'on a vu que les premières machines à vapeur servaient à vider les mines. En fait, les frères Perrier avaient installé à Chaillot, sur la colline de Chaillot, une machine à vapeur qui avait pour objet de pomper l'eau d'un puits, laquelle eau servait en fait, à alimenter des brigades de pompiers. Et en fait, le modèle économique que les frères Perrier ont cherché à développer, c'est celui où les habitants du quartier paieraient une espèce de cotisation qui leur garantirait l'intervention des pompiers s'ils avaient un problème. Et donc le but de la pompe n'était pas de produire de l'eau potable, mais de produire de l'eau qui servait à éteindre les feux. Un peu d'ailleurs sur le modèle de ce qui se faisait en Grande-Bretagne depuis presque un siècle, puisque à la suite du grand incendie de Londres, vous vous souvenez en 1666, en fait, il y a eu un incendie à Londres. À l'époque, la ville était essentiellement construite en torchis, c'est-à-dire en bois et en boue, à l'exception des monuments importants comme les églises. Et donc le grand incendie de Londres de 1666, qui a duré pendant une semaine, a ravagé pratiquement tout le centre historique de Londres, y compris l'ancienne cathédrale. C'est pourquoi elle a été reconstruite par Paul Rennes, la grande cathédrale Saint-Paul de la fin du XVIIe siècle. Elle peut être aussi moderne. Ce n'est pas une cathédrale gothique comme il y a à Paris, par exemple, ou comme il y a à Winchester, ou dans la plupart des villes anglaises. C'est une cathédrale classique de la fin du XVIIe parce que Londres a été anéantie par un incendie. À la suite de cet incendie de Londres, les Londoniens, il y a des Londoniens qui ont monté des assurances contre l'incendie, mais les assurances contre l'incendie, ce n'est pas du tout ce que nous on entend par assurance aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas vous payez une cotisation et si vous avez un sinistre, l'assureur va vous rembourser. C'est vous payez une cotisation, cette cotisation permet d'entretenir des équipes de pompiers. Les pompiers, comme leur nom l'indique, ils entretiennent des pompes, et les pompes elles servent à aller chercher l'eau dans la Tamise pour éteindre votre maison s'il y a le feu. Et donc ce que vous payez, c'est le droit d'utiliser les services des pompiers, qui sont alors pas un service public, mais un service privé, que vous financez par le paiement d'une cotisation dite d'assurance. Bon, eh ben, les frères Perrier essayent de faire la même chose dans ce quartier de Chaillot, qui à la fin du XVIIIe siècle est encore assez rustique, si vous voulez, enfin c'est-à-dire qu'il y a encore des champs, mais parce qu'il y a de la place, il y a aussi de fort belles maisons, et même des palais, et c'est pour protéger ces palais qu'on pourrait être intéressé de souscrire ce type d'assurance incendie. Ça ne marche pas, et donc l'essentiel de l'héritage de la pompe des frères Perrier, qui était une machine à vapeur de Watt, c'est le nom de la rue de la Pompe, mais l'affaire économique n'a pas très bien marché. En fait, si on voit arriver donc les premiers objets techniques sur le continent, pratiquement dans la foulée de leur développement en Angleterre, l'installation en grand et la diffusion des conséquences dans la société, ça devra plutôt attendre la fin des guerres napoléoniennes, parce que si on prend l'histoire de France, l'épisode révolutionnaire qui commence en 89, avec une succession de régimes et de troubles, puis les guerres napoléoniennes, bon, en gros, ces 25 années ne sont pas extrêmement propices
au développement de nouvelles formes d'industrie. Oui, alors il va y avoir des activités localisées. C'est-à-dire que de fait, pour produire des fusils, on aura peut-être besoin d'installer des machines à vapeur. Mais avant que ça se diffuse complètement dans la société, il va falloir attendre que la paix revienne. Alors, donc, entre cet exemple microscopique de « il y a une pompe à feu à Chaillot » et la révolution industrielle a un effet visible en France parce qu'il y a des mines, il y a des usines textiles, il y a des chemins de fer, qu'est-ce qui va se passer? En fait, dans une première vision, ce qui va se passer, c'est essentiellement que la nature des institutions va changer. Qu'est-ce qu'on appelle les institutions? On va appeler les institutions, en fait, du moins pour les économistes, tout ce qui impose une forme à la détermination de la rationalité individuelle. Donc les institutions, c'est aussi bien les coutumes que les institutions au sens traditionnel, c'est-à-dire que le Conseil d'État, les tribunaux, l'Assemblée nationale, tout ce qui va imposer des contraintes à la rationalité, enfin des contraintes au sens, vous avez un programme de maximisation et puis vous mettez des contraintes. D'accord? Donc le fait que vous ne tuez pas votre prochain, c'est à la fois une urgence morale et puis le fait qu'il y a une loi et qu'il y a des policiers pour faire respecter la loi. Les institutions, c'est tout ça en même temps. C'est à la fois ce qu'il y a dans vous, la petite voix qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est écrit dans les tables de la loi, et puis comment est-ce que la loi est mise en œuvre. D'accord? Donc les institutions, c'est tout ça en même temps. Et alors ce qui est certain, c'est que quand on regarde la France ou l'Allemagne, qui vont être nos deux exemples principaux pour parler de la diffusion de la révolution industrielle sur le continent, quand on regarde la France ou l'Allemagne en 1780, ce sont des pays archaïques. Pourquoi archaïques? Parce que l'Allemagne, ce n'est pas un État moderne, c'est une juxtaposition de poussière d'États. Même après le congrès de Vienne, il reste encore 38 États sur le territoire de l'Allemagne actuelle, dont on va voir certains quand on va parler de leur union douanière. Donc il n'y a évidemment pas de marché intérieur, puisque qui dit État dit frontière, qui dit frontière dit douane, et donc il n'y a pas de marché intérieur constitué pour ce... Et donc il n'y a pas de demande qui est telle qu'on va pouvoir construire une offre avec des coûts fixes importants pour servir une demande importante. En France, on a un pays qui est unifié au plan politique, et encore, c'est pas très simple, mais pas au plan économique, puisqu'il y a des péages intérieurs, et c'est à cause de ces péages intérieurs que vous connaissez, que les économistes, ceux qu'on appelle les économistes avec un grand E dans l'eau, c'est-à-dire les physiocrates, en fait, ont lancé le cri de guerre « laissez passer ». Laisser passer, ça veut dire arrêter les péages. Et pourquoi laisser passer? Parce que si on veut que l'économie se développe, il ne faut pas qu'il y ait de péage, parce qu'il faut qu'il y ait un grand marché intérieur. Donc pays archaïque, c'est un pays où soit il y a des frontières politiques, soit il y a des frontières douanières à l'intérieur d'un ensemble politique pas très clairement unifié. Il y a des barrières à l'entrée dans toutes les activités. En France, c'est bien connu parce qu'il y a ce qu'on appelle les corporations, mais qui en fait étaient, leur nom officiel, c'est des jurandes. Donc, concrètement, si vous voulez devenir ébéniste en France en 1789, il faut aller en apprenti. Il faut être maître ébéniste. Si vous n'êtes pas maître ébéniste, il faut faire votre apprentissage chez un maître ébéniste. Vous ne pouvez pas ouvrir une boutique de meubles si vous n'êtes pas reconnu par la corporation des ébénistes. Bon, et ceci vaut pour les pharmaciens, les apothicaires, les teinturiers, les luthiers, enfin absolument tous les métiers de quelques conséquences, y compris les barbiers, les chirurgiens, les arracheurs de dents, enfin, il y a des jurandes pour tout. Bon. Et pourquoi c'est archaïque? Parce que c'était déjà le cas à Florence au XIVe siècle. Donc il semblerait que la France n'ait pas changé de ce point de vue-là depuis le Moyen-Âge. Mais il y a aussi des choses qui sont plus cachées, parce que vous les avez peut-être moins volontiers apprises au collège ou au lycée quand vous avez fait de l'histoire, mais qui ont pas moins de l'importance sur la vie économique. C'est par exemple qu'une grande partie de la propriété foncière est monopolisée. Alors, bien sûr, il y a une grande partie de la propriété foncière, c'est les nobles, qui ont hérité, et donc qui ne sont pas de nature à revendre la propriété foncière, sauf que s'ils n'ont plus d'argent, ils peuvent vendre. Ce qui est plus important et plus profond comme immobilisation du patrimoine foncier, c'est la main morte. La main morte, c'est quoi? En fait, c'est la forme de propriété des entités ecclésiastiques que sont les fondations, les hôpitaux, les congrégations, qui disposent en fait d'un patrimoine foncier très important qu'ils ont reçu en donation depuis le Moyen-Âge pour financer leurs activités. Par exemple, alors pourquoi? Parce que tout le système hospitalier français, ce n'est pas le service public de l'assistance publique qui dépend du ministère des Affaires sociales et qui est financé par une taxe sur les salaires. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le système hospitalier français, ce sont des hôtels-dieux qui ont été fondés dans les villes. Alors, la première vague de fondation, le premier hôtel-dieu, c'est celui de Paris qui a été créé, je ne sais plus bien, mais je pense au XIe siècle. Et comment est-ce qu'il a été créé? Il a été créé par des donations. C'est-à-dire qu'il y a des donateurs qui ont donné, mais ils n'ont pas donné un hôpital, ils ont donné des domaines
dont le rendement, dont le fruit, en fait, permettait de financer et la construction et ensuite l'activité. Alors, il y a encore des hôpitaux qui fonctionnent sur ce modèle-là, pas en France, puisque la Révolution a aboli justement toute cette réserve foncière et toute cette propriété de main morte. Mais si vous allez en Allemagne, par exemple, à Würzburg, Würzburg, c'est une ville qui est sur la Main, donc la rivière qui coule aussi à Francfort. Würzburg, c'est une magnifique ville avec une cathédrale médiévale, un palais abbatial du XVIIIe siècle, donc un palais abbatial rococo, parce que c'était le siège d'un évêque électeur. Donc il était à la fois évêque, seigneur spirituel et temporel. C'était en tant qu'évêque qu'il commandait au sujet de l'évêché, et il était électeur parce qu'il contribuait à l'élection du Saint-Empereur romain germanique, puisque la charge de Saint-Empereur, après Charlemagne, c'est devenu une charge élective. Et donc, à la fois, il était prince de sa principauté, qui était en fait un évêché, en tant qu'évêque, et à la fois, son évêché était rattaché membre du Saint-Empire romain germanique, dont il contribuait à élire le souverain. Vous voyez, oui. Parce que je pense que l'amphienne va être rendue sûrement, et vu le nombre qu'on est, on va sûrement faire ça ici. Bon. Ça vous dérange Un petit peu, oui. Parce qu'on fait court, mais vous pouvez me trouver une salle? Pardon? Vous pouvez me trouver une salle? Une salle oui. pour parler, ça, oui, oui. Si vous pouvez demander ça aux appariteurs, et puis j'irai à la place dans la salle si vous voulez. D'accord, très bien. Merci. Donc oui, donc à Würzburg, il y a depuis le Moyen-Âge un hôpital qui s'appelle Bürgerspital zum Heiligen Geist, donc l'hôpital du Saint-Esprit, qui possède notamment des vignes. Alors, évidemment, c'est toujours un peu compliqué de financer la santé en vendant un intoxicant, mais bon, ça marche depuis le Moyen-Âge. Hein. Et donc, en particulier, quand vous êtes à Würzburg, d'un côté de la Main, il y a la ville, avec le Bürgerspital, et puis la résidence de l'abbé, et puis la cathédrale gothique, enfin romane d'ailleurs. Et de l'autre côté de la ville, il y a une immense colline, avec sur cette colline une forteresse médiévale, une église baroque, et des vignes partout, à perte de vue. Et dans ces vignes, on fait du vin, et la vente de ce vin permet de financer les activités de l'hôpital. Et encore aujourd'hui, l'hôpital est une fondation privée. Je suis de la direction de la donnée de ça. Ah oui, à vous, vous voulez dire? Ah non, à moi? À moi en personne? Non, pas vous en personne. Bon, attends. On va essayer de voir comment est-ce qu'on s'arrange de l'affaire. Bon, je vous remercie. Je vais voir ce qu'il en est. Mais vous êtes combien pour votre AG? Parce que... Du coup, ce sera sûrement... Vous avez pris un AG ici? Je pense qu'on va peut-être partir de l'amphi N pour venir ici. Bon, écoutez, vous venez nous dire, hein, puis à tout à l'heure. Bon, vous voyez pas l'inconvénient à ce qu'on se trouve une salle si... on ne va pas parlementer pendant des plombes. On va monter à la direction de l'UFR, hein, au 22e étage, on va demander si on peut avoir une salle, parce qu'il y a probablement une salle attenante. Comment? Ah, les ascenseurs sont bloqués? Ah mince. C'est pour ça qu'il n'y a pas de salle. Bon alors, écoutez, si vous voulez continuer... alors, oui, donc en fait... le financement de ce qui était au départ la charité, parce que les hôpitaux au départ ils n'ont pas une fonction médicale. Ils recueillent les pauvres, ils recueillent les malades, ils recueillent les vieux, enfin c'est la charité publique. Mais ils se sont considérablement médicalisés depuis le début du XVIIe siècle, et donc le financement du système d'assistance publique au moment où la révolution industrielle démarre, c'est en gros des donations qui permettent de financer des activités charitables. Mais ces donations, elles sont régies par justement ce régime juridique de la main morte. C'est-à-dire que les fondations, comme l'Hôtel-Dieu de Paris, ne peuvent pas disposer des terres agricoles, des immeubles en général qu'il a reçus. Que ce soit des terres bâties ou pas bâties. L'Hôtel-Dieu ne peut pas revendre les terres qu'il possède, justement parce que c'est sous le régime de la main morte. Et donc il ne peut pas les aliéner. Comme il ne peut pas les aliéner, ça veut dire qu'il y a une réserve foncière importante qui ne peut pas être mobilisée. Et comme il y a une réserve foncière importante qui ne peut pas être mobilisée, concrètement, ça veut dire que quand vous voulez construire une usine, les nobles, ils ne veulent pas vendre, les hôpitaux, ils ne peuvent pas vendre, les couvents, ils ne peuvent pas vendre, et quand bien même les couvents tombent en déshérence parce qu'il n'y a plus de moniales, il n'y a plus de nonnes, il n'y a plus de moines, de toute façon, on ne peut rien faire, parce que le terrain reste propriété de la congrégation qui ne peut pas revendre. Parce que le régime de propriété, ce n'est pas un régime de propriété qui permet la mobilité. Donc quand je vous dis que c'est des institutions archaïques, vous voyez, le fait de même pas pouvoir vendre la terre, c'est quand même extrêmement archaïque. Alors, c'est pas la révolution industrielle qui, magiquement, va transformer tout ça. Justement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des tentatives de réforme importantes. Alors, vous connaissez tous Colbert.
En particulier, Colbert a été obsédé par cette question de la main morte. Et ce que Colbert a fait, c'est qu'il a interdit, en 1683, je crois, il a interdit aux religieuses ou aux religieux qui prenaient l'habit de donner des terres. Du coup, les religieuses ou les religieux, enfin ceux qui voulaient rejoindre les ordres monastiques, ils allaient financer leur accueil par l'ordre monastique, soit par leur travail, c'est ce qui est en gros la condition des convers, enfin des ouvriers, des moines ouvriers, si vous voulez, soit autrefois ils donnaient justement un bien qui était un immeuble qui donnait un rendement. Colbert dit terminé, pas d'immeuble, vous achetez des rentes sur l'État, en gros vous achetez des titres de la dette d'État, qui en fait sont opérés par l'Hôtel de Ville de Paris, donc ça s'appelle les rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris. Ces rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris, en échange de ce que vous les payez, vont vous donner un rendement régulier et perpétuel qui va financer votre entretien. Et donc on assiste à une financiarisation des institutions que sont les couvents et les hôpitaux. Ce qui est d'ailleurs assez drôle parce que c'est une première financiarisation. Bon. Mais, donc de fait, l'État a cherché à lutter contre la main morte, c'est-à-dire contre l'augmentation de l'emprise de l'Église sur la terre et contre l'augmentation de l'emprise de ce régime qui ne permet pas la mobilisation de la propriété foncière. Et donc, à partir de Colbert, il y a une lutte systématique en gros de l'État contre la main morte. Alors, par exemple, il y a un bilan récent qui a été fait par un historien moderniste contemporain qui s'appelle Jean-François Chauvard, qui a organisé une conférence sur les instruments juridiques qui correspondent au fidéicommis. Alors, le fidéicommis, c'est l'instrument familial qui correspond à la main morte, en gros. C'est-à-dire que la main morte, c'est des institutions qui sont pas personnelles, donc en gros des fondations qui recueillent de la propriété foncière. Le fidéicommis, c'est l'équivalent du trust en anglais, c'est vous constituer une entité qui va être une espèce de société, qui va devenir dépositaire d'immeubles, qui va être gérée par, alors on ne va pas dire des trustees dans ce cas-là, on va dire un fidéicommissaire. Et ça permet quoi? Ça permet par exemple dans les familles nobiliaires d'éviter la dispersion de l'héritage. C'est-à-dire qu'au lieu que votre domaine soit partagé entre tous vos enfants, vous faites un fidéicommis, et le fidéicommis revient à l'aîné. Donc le fidéicommis échappe à l'héritage, en fait. Et il échappe en particulier à une règle du droit romain qui est la carte falcilis, c'est-à-dire le fait que vous ne pouvez pas tout sortir de votre héritage, bah si, via le fidéicommis. Parce que dans le droit romain, il y a quand même vous n'avez pas une liberté infinie de tester, vous êtes quand même obligé de laisser une partie de votre héritage à vos héritiers, donc ça aboutit à la fragmentation. L'idée du fidéicommis, qui est une institution romaine aussi, c'est que vous pouvez mettre dans le fidéicommis ce que vous voulez, et donc vous pouvez en particulier éviter la fragmentation du domaine nobiliaire en donnant tout à l'aîné. Et donc du coup, ce fidéicommis, il joue le même rôle que la main morte, puisqu'une fois que les biens sont dans le fidéicommis, on ne peut plus les en retirer. Il n'y a pas de modalité de les en retirer. Bon, donc de fait, alors Turgot, donc de fait, d'un côté, Colbert s'était efforcé de lutter contre la mise en main morte des terres. De fait, en 1751, on limite les possibilités de mettre des terres en fidéicommis, et puis c'est Bonaparte en fait qui va supprimer tout ça. C'est dans le Code civil que tout ça va disparaître. Et puis du côté des péages, en fait, ce sont les physiocrates, et l'un des physiocrates les plus importants, c'est Turgot, parce que c'est lui qui a accédé au pouvoir, puisqu'il a été contrôleur général des finances de Louis XVI, au début du règne de Louis XVI, le moment où, quand Louis XVI succède à Louis XV, en fait, Louis XVI renvoie les parlements et décide de gérer avec un ministère éclairé. D'accord, c'est le ministère Turgot, ça dure que 2 ans. Et l'un des aspects de la politique de Turgot, c'est de vouloir démanteler les obstacles au commerce, c'est-à-dire en particulier, alors qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement les péages, c'est le droit de halage, c'est-à-dire le droit d'utiliser les chemins qui sont sur le bord des rivières, qui permettent donc de tirer les péniches. Et puis ce qu'on appelle le minage, qu'est-ce que c'est que le minage? Le minage, en fait, c'est le fait de peser les marchandises avec la mesure qui est propre à chaque ville. Donc en fait, il y a beaucoup de villes où il reste une place du minage. La place du minage, c'est la place où il y avait la balance qui servait à peser les marchandises. Et le fait, quand vous arriviez dans une ville, pour y vendre de la marchandise, parfois vous aviez à payer l'octroi pour entrer dans la ville, et ensuite, il fallait payer le minage pour faire peser votre marchandise avec la mesure de la ville. Donc en fait, c'est pas vraiment un service qui est offert, c'est un impôt. Mais qui est dissimulé derrière le fait qu'on vous mesure la quantité de marchandises. Donc il y a des villes où il y a encore une place du minage, comme à Angoulême par exemple. Et alors là aussi, il y a une thèse récente, qui est la thèse d'Anne Conchon, qui est prof ici, sur le péage en France au XVIIIe siècle, et qui montre justement comment le pouvoir monarchique, enfin comment il y a eu des administrateurs éclairés sous la monarchie qui ont cherché à démanteler les péages. Le problème, c'est que si vous demandez leur avis aux gens, ça ne marche pas.
et que la monarchie, elle n'a d'absolu que la théorie, et que de fait, la monarchie, elle était plutôt respectueuse des corps intermédiaires, etc. Et donc ça ne marche pas. Donc le seul qui va arriver et tout chambouler, c'est celui que Hegel décrit comme l'esprit à cheval qu'il a vu dans les rues d'Iéna, c'est bien sûr Napoléon Bonaparte, qui, dans la suite de la Révolution, lance une quadruple réforme, avec la création du marché national, c'est-à-dire la fin des péages internes, et puis le développement des transports, en particulier des canaux, la création de barrières douanières externes pour se protéger de la concurrence, et donc pour pouvoir développer les industries nationales à l'abri d'un protectionnisme éducateur. Bon, ça c'est pas tellement théorisé chez les Français, mais c'est pratiqué. On va voir que ça va être théorisé chez les Allemands. Bon, en France, c'est d'autant plus pratiqué qu'au moment des guerres napoléoniennes, on décrète le blocus continental, c'est-à-dire que de fait, en 1806, c'est le décret de Berlin, donc de fait, l'Europe continentale n'a plus le droit de commercer avec l'Angleterre, puisqu'on veut affamer l'Angleterre. Donc c'est le protectionnisme a une visée militaire et une visée agressive aussi. Mais le protectionnisme sera maintenu après la fin de l'Empire. Le premier traité de libre-échange, c'est le traité Cobden-Chevalier de 1860, donc au milieu du Second Empire. Bonaparte pense aussi à la création d'un secteur financier qui permettra de financer la croissance. Alors à cet égard, c'est lui qui instaure la Bourse de Paris. C'est lui qui lance le chantier du Palais Brognard, le Palais de la Bourse qui est place de la Bourse. Jusque-là, la Bourse se déplace entre le Palais Royal, des hôtels particuliers du quartier de l'Opéra, où il n'y a pas encore l'Opéra bien sûr, mais enfin les hôtels particuliers de ce quartier. Donc la Bourse n'a pas de place fixe, et surtout il n'y a pas de structuration de la profession. Or c'est Bonaparte qui propose la structuration de la corporation des agents de change, qui sont donc ceux qui vont faire fonctionner la Bourse. On ne parle pas encore vraiment de banque, parce qu'on est dans un monde où la banque, c'est essentiellement les activités d'une personne, ou d'un certain nombre d'associés. On va voir apparaître les banques de dépôt plus tard. Et la généralisation de l'éducation primaire. Alors, en France, c'est dans la loi, comme on va le voir, mais ça rentre dans les faits un peu plus tard. Bon, si on veut voir plus précisément, la fin des péages internes, c'est un décret de la Convention de mai 1790. Donc ça, pour le coup, c'est un héritage immédiat de la Révolution. Le développement des transports, en particulier des canaux, ça va être un peu plus long, parce que c'est des choses qu'il faut financer, et quand on fait la guerre, il ne reste pas beaucoup de financement pour les infrastructures. L'érection d'un tarif extérieur commun, bon, on l'a dit, symboliquement, ça peut être le blocus continental, mais ça continue jusqu'au traité Cobden-Chevalier. La création du secteur financier, sous Bonaparte, on a vu, c'est plutôt la bourse. De fait, les banques, la banque, c'est essentiellement ce qu'on appelle la haute banque à cette époque, donc les Rothschild, les Hottinguet, les Malais, c'est en fait des familles de banquiers qui sont essentiellement des Genevois. Et cette banque-là, elle n'est pas en mesure de financer l'industrialisation, parce que la première industrialisation, elle se finance en grande partie par autofinancement, ou, dans le cas des chemins de fer, mais ça va être un peu plus tard, par appel au marché au marché obligataire. Bon, mais donc on voit que là, on s'éloigne un peu de Bonaparte, et de fait, en France, la création des banques qui ont vocation à financer l'économie de manière significative, c'est les grandes banques de dépôt que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la Société Générale, le Crédit Lyonnais, le Crédit Industriel et Commercial, enfin le CIC, puis ce qui deviendra la BNP, c'est-à-dire le comptoir national d'escompte de Paris, ces trucs-là. Ça, c'est à partir des années 1860. La seule tentative un peu originale, c'est le Crédit Immobilier en 1852, vous savez peut-être ça, donc 1852, vous voyez, c'est le début du Second Empire. L'idée des frères Pereire, qui sont les fondateurs du Crédit Immobilier, c'est de faire une banque d'affaires à la française. Donc en fait, de lever des fonds sur les marchés financiers, à la fois en émettant des actions et en émettant des obligations. Donc on lève des fonds avec un coût relativement bas, et on finance des entreprises en prenant des participations en actions. Bon, ça ne marche pas très bien, et d'ailleurs le Crédit Immobilier est en faillite avant la fin du Second Empire. En revanche, les banques de dépôt, comme le Crédit Lyonnais et la Société Générale, ça c'est ce que vous connaissez mieux, c'est le modèle des banques jusqu'à la fin de Bretton Woods. Là, concrètement, on collecte des dépôts, et avec les dépôts qu'on collecte, on accorde des crédits. Alors les crédits qu'on accorde à l'industrie, c'est-à-dire aux gens qui sont industrieux, dans un premier temps, c'est quand même essentiellement l'escompte commercial, c'est le fait que les commerçants se payent avec des effets de commerce. Ces effets de commerce, ils ont une maturité. Concrètement, quand vous vendez à un commerçant, le commerçant ne va pas vous payer cash, va pas vous payer en espèces, français, il va vous payer avec une traite, avec un effet de commerce. Cet effet de commerce, il est en général à 90 jours, ce qui veut dire que vous attendez 90 jours votre paiement. Si vous voulez être payé avant, vous allez voir une banque qui va vous l'escompter
C'est-à-dire que concrètement, elle va vous reprendre l'effet de commerce, elle va vous payer, mais elle ne va pas vous payer la valeur faciale de l'effet de commerce, elle va vous faire payer l'escompte, comme un crédit. Et elle va se charger ensuite, à échéance, de recouvrer le montant de cet effet de commerce. C'est-à-dire que, en fait, il y a quand même un risque sur le recouvrement, et donc l'escompte qu'elle vous fait payer, c'est à la fois un intérêt et une espèce de prime de risque. Bon, donc, de fait, le développement du secteur financier, on voit que ça commence sous Bonaparte, mais on voit quand même que pour atteindre la complexité du secteur financier qu'on connaît, ça va prendre tout le 19e siècle, au moins. Bon, et puis, la question de l'éducation primaire, alors en France, c'est une question compliquée, parce que on a bien sûr la Convention proclame le 5 niveaux en 2, donc comprend le 25 décembre 1793, non pas l'arrivée du Père Noël, parce que c'était pas tellement dans les esprits. Je vous rappelle que le Père Noël, c'est Santa Claus, c'est un machin, c'est Coca-Cola en fait en France, d'accord, donc c'est quand même un peu plus tard. À l'époque, c'est Saint-Nicolas qui apporte les pains d'épices aux enfants et les rois mages qui apportent les cadeaux, quand cadeau il y a. Fin de la parenthèse. Donc, de fait, la Convention proclame l'obligation scolaire et la gratuité de l'école. Le problème, c'est que ce n'est pas une loi. Puis, problème numéro 2, il n'y a pas le début d'un commencement d'embryon de financement. Donc le principe est là, mais les faits ne suivent pas. En fait, le premier texte qui va instaurer de fait une obligation scolaire qui a vocation à s'appliquer, c'est la loi Guizot. Guizot étant le Premier ministre de Louis-Philippe, donc le souverain constitutionnel qui représente la branche d'Orléans. Et Guizot, il se trouve que lui-même, il est prof d'histoire dans cette honorable maison, enfin à Sorbonne, j'entends, pas ici, parce que ce n'était pas construit. Et donc il est vraiment intéressé aux questions d'éducation, d'autant que Guizot est déjà dans une perspective moderne en pensant que c'est l'éducation qui va permettre aux gens de mieux gagner leur vie et de s'arracher à leurs conditions misérables, et donc il faut de l'éducation, et qu'il faut ensuite s'enrichir par le travail et par l'épargne. Bon, donc loi Guizot 1833, obligation pour les communes de plus de 500 habitants d'avoir une école. D'accord ? Bon, ceci dit, là encore, le financement n'est pas prévu, c'est aux communes de se débrouiller. Donc il faut que les communes prélèvent suffisamment de ressources pour pouvoir ouvrir une école. En 1850, la loi... Alors c'est important que ce soit 1850, parce que 1833, c'est la monarchie de Juillet, donc quand la monarchie de Juillet proclame quelque chose, c'est dans un contexte institutionnel d'assimilation de l'État à l'Église, il y a une religion officielle, etc. 1850, on est sous la Deuxième République, qui a proclamé liberté, égalité, mais aussi fraternité, puisque fraternité, c'est un ajout de la Révolution de 48. On est dans une perspective qui n'est plus celle de la domination monarchique, et donc l'école devient un instrument d'émancipation, et pas seulement un élément d'instruction. Et donc la loi Fallou exige qu'il y ait une école de garçons par commune, cette fois-ci pas seulement les communes de plus de 500 habitants, mais une école de garçons par commune. Les écoles de filles, qui sont naturellement distinctes, c'est pour les communes qui en ont les moyens. Bon, alors évidemment, on a réglé que la moitié du problème, si je puis dire, et l'autre moitié du règlement va arriver, comme vous le savez, avec les lois de Jules Ferry, qui était donc président du Conseil, l'équivalent de Premier ministre, en 1881-82, et qui va affirmer la triade d'obligations scolaires, mais ça on voit qu'il y avait des précédents, de gratuité, et donc c'est les impôts qui vont payer l'école, et de laïcité, même si de fait, il n'y a pas encore séparation de l'Église et de l'État. En tout cas, c'est à l'occasion des lois Ferry que les principes de laïcité vont être affirmés. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, il avait d'abord été dans l'armée à l'occasion du Concordat, donc c'est Bonaparte qui avait fixé le truc. C'est-à-dire, en gros, vous pratiquez la religion que vous voulez, mais vous emmerdez pas, dans le respect du vivre ensemble. En particulier, l'affirmation de la laïcité par le Concordat. Alors, le Concordat, je vous rappelle, c'est la reconnaissance formelle des églises par l'État en 1804, à l'époque où Bonaparte n'est pas encore empereur, mais je pense qu'il est encore consul. Et donc, l'un des aspects intéressants du Concordat, c'est que Bonaparte intègre les Juifs à la nation, c'est-à-dire que les Juifs deviennent citoyens, à la condition qu'ils fassent leur service militaire, et que quand ils font leur service militaire, ils mangent du boudin et des côtelettes de porc comme tout le monde. C'est-à-dire que c'est ça la vision de la laïcité. Vous faites partie de la nation, mais vous bouffez la même chose que les autres. Alors, ceci n'est pas un plaidoyer pour que tout le monde bouffe du porc, c'est pas le sujet. C'est simplement pour expliquer que la question de la laïcité, elle est posée il y a plus de 2 siècles. Et visiblement, les réponses qu'on y apporte
peuvent être fluctuantes, mais n'étant pas un salafiste, je ne considère pas qu'il est absolument nécessaire que la réponse soit uniforme. J'indique simplement que la question est posée depuis longtemps et qu'il y a des réponses qui au moment où on les porte, apparemment satisfont. Alors, donc comme on le voit dans le cas français, il y a des institutions qui évoluent quand même fortement à l'occasion de la Révolution, soit sous forme d'impulsion, soit sous forme de formulation de principes, soit sous forme effectivement de textes de loi qui vont mettre en place des institutions nouvelles. Et en fait, cette évolution, elle est quand même le résultat de décisions politiques. Bon. Et donc, du coup, on est tenté d'aller d'une vision institutionnelle un peu endogène, qui serait en gros la révolution industrielle, c'est l'évolution endogène des institutions. Ça, c'est un peu ce qui s'est passé au Royaume-Uni. C'est-à-dire la révolution industrielle est arrivée toute seule. Elle est arrivée toute seule, naturellement, par un processus qui fait que le respect de la propriété intellectuelle, le Parlement, je ne sais pas quoi, etc. Bon. Manifestement, en France, on peut identifier le moment où, à la suite de politiques monarchiques qui n'étaient pas très abouties, la Révolution française, ça change un peu les choses parce qu'il y a une affirmation plus forte de la nécessité de faire évoluer les institutions, pas avec l'obsession de la révolution industrielle, mais dans un sens qui, de fait, a permis le développement économique. Alors en Allemagne, c'est encore plus clair parce que dans le cas allemand, c'est carrément théorisé. Les Allemands, ils savent ce qu'ils font, ils arrivent après, mais ils font ce qu'ils font parce qu'ils veulent arriver au résultat. Donc si on reprend les éléments qu'on a indiqués, unification territoriale, tarif extérieur commun, mobilisation du crédit, généralisation de l'éducation, en 4 points. Le processus d'unification territoriale de l'Allemagne, il est clair, puisqu'on a dit en 1815, il reste 38 États allemands. Après la victoire contre la France, il n'y en aura plus qu'un, c'est la Prusse. Bon, c'est un processus qui dure donc pendant tout le 19e, avec des points forts, que sont en gros la querelle avec les Danois, ce qu'on appelle la querelle des duchés, qui permet à la Prusse de récupérer une partie de la péninsule danoise, c'est le duché de Schleswig et de Holstein, ça c'est 1864. Après la bataille avec ce qui reste du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois, ça c'est la victoire de Zadova en 1866, qui est quand même un choc parce que, bon, les bagarres entre les Prussiens et les Autrichiens, si vous faites un peu d'histoire du XVIIIe siècle, ça occupe. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ça pendant tout le siècle, et en 1866, c'est terminé. C'est-à-dire que les Autrichiens sont à genoux, les Prussiens ont gagné pour de bon, et donc en fait, manifestement, l'Empire austro-hongrois est sur une trajectoire qui est déclinante, et c'est la Prusse qui sera l'État germanophone. Donc c'est autour de la Prusse que le processus d'accrétion territoriale va continuer. Il va continuer tellement bien que la prochaine victime, c'est la France, et une fois que la Prusse a vaincu la France, ben non seulement tous les États allemands vont rejoindre la Prusse, enfin, pas l'Autriche naturellement, mais j'entends, puisque l'Autriche c'est le cœur de la double monarchie, donc de l'Empire, mais tout le reste des États germanophones va rejoindre l'Allemagne, y compris l'Alsace et la partie germanophone de la Lorraine, qui ont été annexées à l'occasion de la victoire de 1870. Bon, donc, le processus d'unification territoriale dans le cas d'Allemagne, il est clair, il est voulu, et en particulier, il est l'effet de la volonté du chancelier allemand Bismarck, qui a été le maître dans ce processus qui, de la querelle du duché, a mené à la victoire contre la France. La constitution du tarif extérieur commun, ça c'est très connu, parce que c'est un aspect de la politique allemande. Le tarif extérieur commun, en allemand, ça se dit Zollverein. Zoll, parce que Zoll, c'est la douane. Alors, avec Schengen, il n'y a plus de panneaux de Zoll quand on va en Allemagne, mais il y en a encore quand on va en Suisse, d'accord? Donc, quand vous arrivez en Suisse, il y a encore le joli panneau avec douane, Zoll. Zoll, c'est la douane, donc Zollverein, c'est l'unification des douanes. Et il y a un premier Zollverein qui est en fait les États prussiens, 1818. En 1830, alors vous voyez, la Prusse, en fait, la Prusse, modèle 1834, c'est bien sûr le cœur de ce qu'on appelle de ce qu'est le royaume de Prusse depuis le XVIIIe siècle. C'est aussi ce qu'on appelle la Prusse orientale, c'est-à-dire en gros le nord de l'actuelle Pologne, et puis une partie de la Lituanie, la Lituanie et une partie de la Lettonie. Ça, c'est à l'extérieur de la ligne rouge, parce que la ligne rouge, c'est la Confédération des États allemands. Bon, ça, c'est pas les États allemands, puisque en Pologne, on parle pas allemand, à ma connaissance. Il y a aussi des possessions à l'ouest, qui sont par exemple, en gros, l'actuelle Rhénanie, sous domination prussienne, et pas le sud, parce que le Württemberg et la Bavière sont autonomes. Enfin, le royaume de Bavière est indépendant. Mais même s'il est indépendant, le royaume de Bavière va rejoindre le Zollverein en 1834, et puis le Zollverein va continuer de s'étendre
la grande étape suivante, après 1834, c'est, enfin en gros entre 1834 et 1854, à peu près tous les petits États vont rejoindre le Zollverein. Et donc, en fait, la victoire contre les Français, ça va simplement transformer une union douanière en union politique. D'accord ? C'est pour ça aussi, c'est relativement important de comprendre ça, parce que non pas l'inconscient, mais justement dans la conscience des Européens, la constitution d'une union douanière continentale, c'est comme une espèce de répétition du Zollverein. C'est un agrandissement du Zollverein. Alors, je ne dis pas ça pour dire qu'on va être sous domination allemande, parce que justement, ça ne s'appelle pas le Zollverein, ça s'appelle l'Union européenne. Mais il y a l'idée quand même que l'Union européenne est une espèce de répétition de ce processus où on fait d'abord une union économique, et puis ça devient une union politique et culturelle. Alors, les Allemands, non seulement ils font l'union douanière, mais ils font aussi la théorie qui va avec, puisque Friedrich List publie en 1841 Der nationale System der politischen Ökonomie, donc le système national d'économie politique. Et qu'est-ce que c'est ce national system? C'est la théorie du protectionnisme éducateur. C'est-à-dire concrètement, vous faites des barrières douanières, à l'abri de ces barrières douanières, vous pouvez développer vos industries, mais vous avez besoin de ces barrières douanières parce que sinon vos industries vont être ruinées par les États qui sont les plus avancés et qui vous mènent une concurrence déloyale. Bon, alors on va voir que c'est d'autant plus important qu'en fait, parce qu'ils n'ont pas pu, parce que en fait, d'un côté, les Américains vont aussi appliquer la théorie listienne, d'accord, même s'ils l'attribuent à Hamilton, et d'un autre côté, les États colonisés, c'est-à-dire l'Inde et la Chine, ne vont pas pouvoir se défendre contre les productions européennes et vont avoir leur industrie dévastée. Donc ça a une vraie réalité, ce truc-là. Il n'y a pas de débat à l'époque. Ceci dit, ce protectionnisme, pour être éducateur, il est libéral, c'est-à-dire que c'est pas un protectionnisme étatiste. C'est juste qu'on fait des barrières et on laisse l'initiative privée développer l'industrie. Sur fond de champ des partisans, ce qui donne évidemment une coloration remarquable. Comment? C'est des partisans blancs? Non, c'est pas les partisans blancs. Non, c'est le même air, oui, mais parce que c'est le champ des partisans. Mais les partisans blancs, c'est un peu particulier. Alors, un aspect de l'intégration, c'est évidemment le développement des chemins de fer. Et de même qu'on a dit que la première ligne de chemin de fer au Royaume-Uni, c'était Manchester-Liverpool. Enfin, pardon, il y a Newcastle dans un premier temps, mais après, la ligne qui... Ça, c'est pas les partisans blancs, c'est l'hymne soviétique. Oui, la première ligne avec un trafic important, c'est Manchester-Liverpool. La première ligne en France, c'est Paris-Saint-Germain-en-Laye. Ben, la première ligne en Allemagne, c'est Nuremberg-Fürth. Et donc, Nuremberg, c'est la Bavière. Et donc, Nuremberg-Fürth, c'est par là. Et c'est encore une ligne, d'une longueur assez faible, qui relie une ville dans laquelle il y a des habitants, Nuremberg, à une ville industrielle qui est Fürth. Donc, ça, en gros, ça relie la production au marché. Et cette ligne Nuremberg-Fürth, c'est 1835, donc c'est tout à fait comparable à Manchester-Liverpool ou à Paris-Saint-Germain-en-Laye, qui est 1837. En 1913, le réseau ferré allemand, c'est 63 000 km, et c'est le plus important d'Europe. Comment est-ce qu'on mobilise le crédit? Vous voyez, c'est la même séquence historique qu'en France, c'est-à-dire qu'il y a évidemment un développement de la haute banque du 18e au 19e, c'est-à-dire des banques familiales, mais les banques sociétés par action, c'est les années 1870, donc c'est la même décennie qu'en France, puisque les décennies, ça va de 1 à 10, d'accord? Donc pour la France, on a dit Crédit Lyonnais 1863, Société Générale 1864. Là, on est sur Commerzbank, comme son nom l'indique, le commerce, c'est Hambourg, donc 1870. Deutsche Bank, c'est Francfort. Et Dresdner Bank, à Dresde, comme son nom l'indique. Berlin va en fait devenir le siège, la Deutsche Bank va aller vers Berlin dans les années 1880. Mais Berlin n'est pas important économiquement. Berlin, c'est important politiquement et c'est la capitale militaire quoi, et administrative. Ce n'est pas le poumon économique. Le poumon économique, c'est Hambourg pour le commerce et c'est Francfort pour le système financier. Enfin, l'éducation. De ce point de vue-là, les Allemands ont été plus précoces que les Français parce que le choc des guerres napoléoniennes, c'est-à-dire le fait que l'Allemagne s'effondre complètement devant une invasion étrangère, ça s'est traduit par un... Bon, j'ai parlé de Hegel qui disait avoir vu l'esprit à cheval dans les rues d'Iéna, mais en fait, la réaction des Allemands à l'épopée napoléonienne, enfin à l'invasion napoléonienne, ça a été quand même
le sentiment qu'ils n'étaient pas à la hauteur en tant que nation ou en tant qu'organisation politique. Et donc, il fallait qu'ils organisent différemment deux choses. L'armée, bien sûr, mais qu'on ne fait pas une armée avec des esclaves, on fait l'armée avec des citoyens. Et les citoyens, il faut les former. Et donc, la première chose à faire, c'était refonder l'école pour refonder la nation, et ensuite, on allait réorganiser l'armée. Et donc, la réorganisation de l'école, c'est Humboldt, le grand savant allemand qui a fait le tour du monde, qui est à la fois philosophe, anthropologue, homme de sciences naturelles, et qui a donné son nom à la principale université allemande, d'accord, enfin la mère des universités allemandes. Et donc Humboldt, il réforme complètement le système d'instruction publique en 1809-1810, et c'est sur la base de ce système de Humboldt que l'école allemande va se développer et s'universaliser, d'accord. Et donc on voit quand même très nettement les 4 éléments qu'on a indiqués, d'unification, de constitution du tarif extérieur commun, de mobilisation du crédit et de développement de l'éducation, qui, de la même façon qu'en France, elle est pensée comme éducation laïque et après elle est universalisée, ben là, de la même manière, elle est alors là, théorisée pas seulement comme laïque, c'est pas beaucoup ce qui intéresse Humboldt, c'est surtout théoriser à la fois l'éducation, enfin, ce qu'il faut mettre dans la tête des enfants et la pédagogie. Et puis, on généralise. Donc, en Allemagne comme en France, il y a une évolution des institutions, mais en Allemagne, c'est très clair, cette évolution des institutions, elle est le résultat d'une volonté politique affirmée. Alors, dans le cas de la Prusse, ce qu'on voit bien, c'est qu'on est clairement, enfin, on développe clairement une politique qui a pour objet de rattraper. Et donc, ce modèle de rattrapage des États, enfin, en gros de la Grande-Bretagne, ça va servir de modèle à tous les États qui ensuite vont vouloir faire un rattrapage à marche forcée. Alors, on va citer dans l'ordre le Japon Meiji. De la même façon, on doit. Le sujet, c'est. Les Japonais prennent conscience de leur infériorité exactement comme les Allemands. C'est-à-dire que pour les Allemands, c'est la conquête napoléonienne. Pour les Japonais, c'est quand les bateaux noirs arrivent et forcent l'entrée du port de Nagasaki à coups de canon. C'est qu'on ne peut plus. Enfin, en l'occurrence, c'est Shimonoseki, je crois, mais enfin, c'est un port de Kyushu, peu importe. Mais l'idée, c'est simplement que la force militaire des étrangers, on n'est pas en mesure de s'y opposer. Si on veut s'y opposer à nouveau, c'est-à-dire si on veut préserver l'indépendance nationale, alors il faut tout changer. Il faut changer l'armée, mais pour pouvoir soutenir l'armée, il faut une nouvelle organisation économique, et pour une nouvelle organisation économique, il faut former les citoyens. Bon, après le Japon Meiji, pratiquement au même moment, c'est la Turquie, avec un mouvement qui n'est pas Meiji, mais qui est Tanzimat. Et puis ce sera la Chine nationaliste du Kuomintang, c'est-à-dire la Chine qui maintenant se retrouve à Taïwan, mais qui a le même projet modernisateur dans les années 20, qui sombre dans la corruption, qui est battu par Mao, enfin peu importe. À un moment donné, il y a quand même la même idée d'un État qui va imposer à marche forcée les changements institutionnels qui sont nécessaires à la transformation économique. Et puis ça va être la Corée du Sud, et puis par exemple la Malaisie, typiquement, c'est l'exemple allemand aussi. Alors ce qui est amusant dans le cas de la Malaisie, c'est qu'il y a une transposition complète. Parce que, autant dans le cas du Japon, je ne sais pas si vous aviez été voir, mais il y avait une exposition, justement sur Meiji, à Guimet, qui s'est tenue jusqu'aux vacances de Noël, où, chose amusante, on voyait un aspect manifeste de la transformation du Japon, c'est que l'empereur, l'état-major de l'armée, la famille impériale, posaient en vêtements occidentaux sur des photos. C'est-à-dire qu'il faut que les chefs donnent l'exemple de l'occidentalisation. Alors, bien sûr qu'il y a une partie de Meiji qui est on restaure la religion de l'empereur, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre entre parenthèses le bouddhisme, parce que le bouddhisme, il a un côté anarchiste, on essaie de remettre en avant le Shinto, parce que le Shinto, c'est le truc où l'empereur est au sommet de la pyramide. Mais ça, c'est pour les paysans. Il y a aussi l'aspect modernisateur, où l'empereur est déguisé en occidental, parce que l'empereur, il est plus occidental que tout le monde. Bon, et donc, il y a cette espèce de dualisme étonnant d'impulser de montrer la volonté politique de modernisation. Dans le cas de la Malaisie, c'est d'autant plus amusant que la modernisation du pays, elle se double d'une islamisation du pays. Et donc, on fait apparaître l'islam comme étant l'élément de modernisation. Pourquoi ? Parce que, de fait, en Malaisie, l'islam est depuis le XVe siècle un élément de modernisation. Parce que c'est ce qui permet de se raccrocher à un courant mondial d'échange. D'accord ? C'est un élément d'ouverture. Donc, vous voyez que le rattrapage par l'occidentalisation, ça
ça touche aussi des paradoxes assez étonnants, qui est que la question de la modernisation de l'islam est un truc beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Bon, et la Malaisie est une bonne illustration de ça. D'ailleurs, au point que, vous êtes probablement au courant du fait que, suite à un scandale de corruption majeur, l'ancien Premier ministre Najib Razak a été battu aux dernières élections législatives en Malaisie par une coalition qui était emmenée par Mohamed Mahathir, qui est l'ancien Premier ministre qui a été l'artisan de l'islamisation. Et c'est Mahathir qui revient au pouvoir l'an dernier avec, en gros, un slogan qui est main propre. Et en gros, c'est l'islam qui va nettoyer le pays de la corruption et qui va garantir l'intégration dans les institutions internationales. Ce qui est un discours d'islam moderniste qui était après tout aussi celui de la Turquie. Mais en Turquie, ça s'est plutôt traduit par une laïcisation. Alors que là, de manière étonnante, en Malaisie, ça se traduit par une islamisation. Pourquoi? Parce qu'il faut en gros qu'il y ait une culture qui soit le vecteur de la modernité. Et en Malaisie, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas eu peur de ce truc qui est de construire un islam national modernisateur. Voilà, bon alors, pour autant, évidemment, au Royaume-Uni, on ne peut pas dire qu'il y a eu une volonté politique de faire la révolution industrielle. D'abord parce que le concept n'existait pas, même si par ailleurs, la Grande-Bretagne qui fait la révolution industrielle, c'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose, c'est-à-dire qu'il faisait ça comme il faisait, et puis c'est quand le maître, vous savez, il a un maître de rhétorique qui arrive et qui lui dit qu'il fait de la prose, et alors il découvre qu'il fait de la prose. Ben, la révolution industrielle, les Anglais faisaient de la révolution industrielle, puis c'est quand on a commencé à regarder ce qui se faisait autour qu'on a compris que les Anglais faisaient de la révolution industrielle, mais ils avaient fait ça sans savoir qu'ils la faisaient. Voilà. Bon, alors, les suivants, eux, ils veulent délibérément rattraper le leader, qui lui se contente d'avancer à la frontière technologique. En fait, on est quand même dans une perspective cette perspective de rattrapage, où même si l'État va décider d'une politique, en fait, cette politique, elle va essentiellement articuler le jeu des intérêts privés. C'est pas une industrie nationalisée qui va changer le pays. On pose des cadres légaux, réglementaires, pour faire évoluer les esprits. De fait, on a une école d'État qui va changer les mentalités, mais en général, le développement économique, c'est un développement libéral. Alors, par exemple, en Malaisie, si on reprend cet exemple-là, ce qui est amusant, c'est qu'en Malaisie, bien sûr que l'État a créé une série d'entreprises nationalisées au départ, par exemple les banques, les assurances islamiques, mais très vite, il les a privatisées. En gros, il a juste voulu construire le modèle, et ensuite, il l'a donné au secteur privé. Donc attention, politique d'industrialisation, ça ne veut pas forcément dire étatisation de l'industrie. C'est-à-dire que le modèle d'industrialisation étatique de la révolution soviétique, il est totalement nouveau, et on en parlera très peu, parce que de fait, le modèle d'industrialisation étatique en URSS, ça arrive après la NEP. Donc ça commence en 1928, quoi. Donc c'est à la fin de la période. Dans la période qui nous occupe, c'est essentiellement un développement où l'État pose les règles du jeu et c'est les intérêts privés qui font. Bon, d'ailleurs, même s'il peut y avoir par exemple des querelles sur le libre-échange, et alors ces querelles sur le libre-échange, elles sont extrêmement importantes pour les économistes, parce que c'est l'occasion de confronter les théories économiques. Donc j'imagine que vous avez tous entendu parler de Ricardo, et que vous avez surtout tous entendu parler de la position de Ricardo sur les corn laws. L'idée de Ricardo que le libre-échange, en particulier l'abaissement des droits de douane sur les blés, ça permettait de baisser le prix des subsistances, et qu'en baissant le prix des subsistances, on allait permettre la baisse des salaires, ou au moins l'augmentation des salaires relatifs. Mais donc, le démantèlement des droits de douane sur les blés qui avaient été instaurés après les guerres napoléoniennes, c'est important pour Ricardo parce que c'est nécessaire pour que la croissance continue. Parce que si on ne démantèle pas les corn laws, le prix des blés est élevé, donc les salaires sont élevés, donc les profits sont bas, donc on n'investit pas. Bon, et bien de la même manière, donc, comme vous le savez, c'est Cobden qui, à la mort de Ricardo, va être le promoteur de l'Anti-Corn Law League et qui va aboutir en 1846 à l'abolition des corn laws. Ben, de la même manière, en France, ce sont les économistes libéraux, donc les Saint-Simoniens, qui vont être les promoteurs du libre-échange. Et en particulier, c'est Michel Chevalier, qui est donc un Saint-Simonien. Alors si Saint-Simonien, ça ne vous va pas, on en reparlera peut-être quand on parlera de socialisme utopique à la fin du semestre. Mais c'est Michel Chevalier qui, pour le compte de Napoléon III, empereur, négocie un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre, dont le but est quoi? De permettre aux Français d'exporter essentiellement leurs produits agricoles en Angleterre sans droit de douane. Il n'y en a plus sur le blé, mais il y en a encore sur le vin, et puis les viandes, par exemple. Et en échange d'acheter les produits britanniques sans droit de douane,
ce qui permet à la fois d'abaisser le prix des productions, le prix des biens qui sont importés, et de stimuler la concurrence, et de stimuler l'innovation. Parce qu'en gros, on voit arriver les produits anglais qui sont plus avancés, et c'est ça qui va nous donner l'exemple. Bon, mais donc s'il y a les oppositions au libre-échange, ce n'est pas des oppositions à l'étatisme, puisque ce n'est pas une question étatique, le libre-échange. C'est évidemment ceux qui sont lésés par le libre-échange, c'est-à-dire les producteurs de grains, dans le cas de l'Angleterre, puisque vous savez naturellement que dans le cas de l'Angleterre, si vous baissez les droits de douane sur le blé, bah, le prix du blé baisse, et donc la rente foncière va baisser, et puis la terre marginale ne sera plus en culture. Bon. Et dans le cas de la France, ceux qui vont s'opposer au traité de libre-échange, c'est évidemment les industriels qui produisent les biens qui sont concurrencés par les Britanniques, et c'est à cela que Napoléon Bonaparte, dit, écoutez, bon, vous allez faire face à une concurrence, mais en même temps, il y a un système bancaire qui va vous permettre d'emprunter pour développer votre activité, vous moderniser, être plus concurrentiel. Ce qu'on va voir un siècle après avec le développement de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Bon, donc de fait, volonté politique, ça ne veut pas dire que c'est l'État qui fait tout, ça veut juste dire que c'est l'État qui est à l'écoute et qui laisse faire. À la manière dont les économistes du XVIIIe siècle avaient formulé, laisser faire, laisser passer, mais en démantelant effectivement les obstacles au commerce. Alors, est-ce qu'on peut maintenant caractériser un peu cette révolution industrielle telle qu'elle s'est généralisée en montrant concrètement ce que ça fait? Parce que là, on a juste vu des machines, on a vu des politiques, mais par quoi est-ce que ça se traduit? Ben, si on regarde les volumes de coton, maintenant vous connaissez les techniques qui permettent de le filer et puis de le tisser, en 1840, ce qu'on voit, c'est que la révolution industrielle est essentiellement britannique, puisque pendant l'année 1840, les Britanniques ont filé, c'est-à-dire transformé en fil, 192 000 tonnes de coton. Pendant la même période, les Français ont transformé 54 000 tonnes de coton, les États-Unis 40 000 tonnes. Ce qu'on doit appeler l'Allemagne, qui est en fait l'Allemagne dans ses frontières actuelles, enfin, ou dans les frontières de 1870, 11 000 tonnes, mais ce n'est pas encore des États unifiés, et la Belgique, 7 000 tonnes. En 1913, donc à la veille de la guerre, donc une fois que la révolution industrielle s'est vraiment développée sur le continent, y compris à travers le développement du financement qui a permis de financer des entreprises importantes, eh bien, la Grande-Bretagne a multiplié à peu près par 4 son activité, puisqu'elle file maintenant 869 000 tonnes de coton. La France l'a multiplié à peu près par 6, puisqu'on est à 231 000 tonnes. Les États-Unis ont multiplié leur activité par un peu plus de 25, 27 environ, donc on est à plus d'1 million de tonnes. L'Allemagne par 40, puisqu'on est à 435 000 tonnes. Et la Belgique, on n'en parle plus, puisque, certes, ce n'est pas absolument négligeable, mais ce n'est pas les ordres de grandeur des pays dont on vient de parler. Bon, donc ce qu'on voit, c'est quand même que, concrètement, le développement de l'Allemagne, il se fait entre 1840 et 1913, et même pratiquement entre 1870 et 1913. D'accord ? Donc l'Allemagne rattrape extrêmement vite. Si on regarde maintenant la sidérurgie, on parle de production de fer et d'acier. Alors, je vais peut-être, avant de revenir au tableau, je vais peut-être vous parler 2 minutes quand même, parce que j'en ai pas du tout parlé la semaine dernière. Bon. Techniquement, quand on fait fondre du métal, enfin quand on fait fondre du minerai de fer avec du charbon, ce qu'on obtient, c'est de la fonte. La fonte, c'est quoi? C'est du fer fondu avec beaucoup d'impuretés dedans. Beaucoup d'impuretés, ça fait que le métal qu'on produit est de mauvaise qualité. Et cette mauvaise qualité, elle se traduit en général par le fait que la fonte est cassante. Cassante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme du verre. Dès que vous essayez de la faire travailler dans une direction ou dans une autre, elle est peu élastique et vous atteignez facilement le point de rupture. Alors facilement, proportion gardée, c'est de la fonte quand même, d'accord? Donc il ne suffit pas de le laisser tomber par terre. Mais de fait, par rapport à l'archétype du métal, c'est la lame de rasoir. Remarquez, une lame de rasoir, pour vous, ça ne veut rien dire, parce qu'on n'utilise plus des rasoirs à lame. Mais si vous prenez même une lame de couteau, vous voyez qu'une lame de couteau, c'est souple. Ou un ressort, par exemple. Un ressort, c'est élastique. Vous ne pouvez pas faire un ressort en fonte. Parce que si vous essayez de faire un ressort en fonte, ou si vous essayez de faire une lame de couteau en fonte, dès que vous allez déformer le métal, il va se casser. Il n'a pas l'élasticité et la souplesse de l'acier. Donc pour transformer la fonte en acier, qu'est-ce qu'on fait? En fait, autrefois, on forgeait. Et si vous regardez comment on forge, le forgeron, comment il forge, il prend son morceau de fonte, et puis en fait, il va le travailler au marteau sur une enclume, tout en le maintenant en fusion. Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? En fait, en tapant au marteau, il fait sortir les impuretés de la fonte. Les impuretés, c'est des pépites de carbone qui vont avoir agrégé non seulement du carbone, mais des poussières diverses.
Alors, le problème enfin, le forgeage, ça permet d'obtenir des aciers d'une excellente qualité. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un musée où il y a des lames de sabre japonais, mais vous regardez, enfin, vous pouvez trouver des lames de sabre japonais du XIIIe siècle qui ont passé 5 siècles dans la boue. Elles sont absolument parfaites. Et pourtant, ce ne sont pas des aciers qui ont été traités au chrome, par exemple, pour en faire des aciers inox. C'est de l'acier quasiment pur. Enfin, c'est du fer avec 0,5% de carbone et pratiquement aucune impureté. Mais le forgeage a permis de travailler la structure cristalline de l'acier qui fait que ça ne s'oxyde pratiquement pas. Alors que la fonte, vous la mettez dans la flotte, ben, elle va rouiller. Bon, donc, de fait, pendant le début du forgeage, c'est l'âge du fer, hein, comme son nom l'indique. Donc l'âge du fer, c'est en gros le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc en gros, pour aller vite, entre 800 avant Jésus-Christ et 1750, enfin un peu plus tard même, puisque on va parler du peu de l'âge de fer, mais en gros pendant 25 siècles, le mode de travail normal pour aboutir à l'acier, c'est ça. C'est une centaine d'heures de boulot par un maître forgeron pour vous faire une lame d'épée. Bon, alors vous comprenez que le jour où vous voulez construire un cuirassé de 60 000 tonnes, la technique a atteint ses limites. Et donc il faut passer à autre chose. Alors qu'est-ce que c'est autre chose? Dans un premier temps, ça va être le peudelage. Le peudelage, c'est concrètement, vous avez un four à réverbère. Four à réverbère, ça veut simplement dire que c'est un four dont le toit, enfin le ciel va réverbérer la chaleur. En fait, dans ce four, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est un four qui permet d'atteindre, c'est mieux qu'un four de boulanger, parce que ça permet d'atteindre des très hautes températures. Et dans ce four, vous allez à la fois faire fondre le fer, et puis en fait, l'ouvrier spécialisé, enfin, dont c'est le métier, mais qui sait le faire, à l'aide d'un crochet, il va en fait, pendant la fusion du métal, agiter le métal en fusion avec ce crochet. C'est ce qui permet en fait aux scories, donc au charbon, de brûler les impuretés qui sont dans la fonte. Et donc quand enfin il va attraper le lingot en fusion pour le sortir, eh ben, le lingot aura, aura beaucoup moins d'impuretés qu'il n'y a dans la fonte que faisait le forgeron avant de la forger. Donc de fait, ce fer peudelé, c'est une fonte qui est pas mal décarburée et pas mal privée de ses impuretés. Donc on dit du fer pour distinguer de la fonte. Ce fer en français, le problème c'est que fer c'est le nom de l'élément chimique, d'accord? Mais que l'élément chimique, selon la quantité d'impuretés qu'il y a dedans et selon sa structure cristalline, ça peut être de la fonte quand il y a beaucoup d'impuretés et que c'est cassant, ça peut être du fer quand il y a moins d'impuretés, et ça peut être de l'acier quand il y a encore pratiquement plus rien. Bon, pour faire de l'acier maintenant, même à partir de fer peudelé, il n'y a qu'une seule solution, c'est le forgeage. Et donc, de fait, le début de la révolution industrielle, c'est qu'on fait de la fonte. Avec la fonte, on peut faire des choses, mais on ne peut pas faire des choses très... Vous ne pouvez pas faire la tour Eiffel en fonte, parce qu'avec le vent, elle risquerait de casser. Vous pouvez faire la tour Eiffel en fer. Et on ne la fait pas en acier parce qu'on ne sait pas faire des volumes d'acier suffisants au moment où on construit la tour Eiffel. Mais ce qu'on voudrait pouvoir faire, c'est des aciers. Parce que les aciers, en fait, c'est beaucoup plus pur, donc beaucoup plus élastique. Et comme c'est beaucoup plus pur, on peut leur faire subir des traitements, soit des traitements de surface pour les durcir, c'est la cémentation, soit les allier avec des toutes petites quantités de minéraux externes qui vont leur donner des propriétés particulières, par exemple les aciers au manganèse qui vont être spécialement durs eux aussi. Bon, mais donc pour pouvoir... En fait, ce qu'il faut pour faire de l'acier, ce serait faire passer sur le fer en fusion de l'oxygène qui permettrait de brûler toutes les impuretés, de brûler le carbone qui sert à mettre le fer en fusion. Et en brûlant avec de l'oxygène, on va embarquer toutes les impuretés. Ça, en fait, tout le monde y travaille depuis le début du XVIIIe siècle, mais le procédé qui va permettre de faire ça dans ce qu'on va appeler des cornus ou des convertisseurs, il est breveté seulement au début des années 1860. Bon, alors pour l'essentiel, c'est le procédé Bessemer, hein, ce qui est le plus couramment utilisé. Ce procédé Bessemer, là vous voyez une usine, c'est la première usine de Bessemer à Sheffield, et donc les espèces de boules que vous voyez qu'on appelle des cornus ou des convertisseurs, c'est là-dedans qu'en fait on va injecter de l'oxygène qui va permettre de brûler les derniers restes de carbone, du fer en fusion, et de faire de l'acier où il n'y a pratiquement plus de résidus. Enfin, en gros, moins de 1% de carbone, et pratiquement plus rien d'autre que du carbone. Alors, c'est très spectaculaire hein, l'usage d'une cornue, parce que comme vous injectez de l'oxygène pur sur du métal en fusion dans lequel il y a du carbone, ça provoque des dégagements gazeux colorés. Et donc là, concrètement, vous voyez les trois étapes.
Au premier plan, la fumée jaune, c'est le début de l'injection d'oxygène, c'est toute la saloperie qui est dans le métal en fusion qui commence à dégazer, donc essentiellement les silices, parce qu'en général, votre minerai de fer plutôt votre charbon est siliceux. La deuxième partie, quand ça commence à être blanc, ben c'est que là, vous êtes effectivement en train de brûler le carbone à très haute température, c'est pour ça que la flamme est blanche. Et puis, la réaction se termine avec des fumées brunâtres qui sont en fait la fin de la réaction. Alors ça a l'air de rien, parce qu'on se dit, bon, bah, finalement, c'est une cheminée où vous avez du truc en fusion, vous mettez de l'oxygène. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'en fait, tout le truc qui a mis très longtemps pour que Bessemer le mette au point, c'est le revêtement intérieur de la cornue. Parce que le revêtement intérieur de la cornue, c'est pas n'importe quoi. En fait, c'est la nature chimique du revêtement intérieur de la cornue, donc qui est une espèce de céramique, qui va permettre à la réaction entre le minerai en fusion, le carbone et l'oxygène, de tourner dans le bon sens. Parce que si, en gros, s'il n'y a pas les bonnes procédés, s'il n'y a pas les bonnes propriétés d'oxydoréduction, bah, votre réaction, elle ne se fait pas comme il faut. Et elle ne se fait même pas du tout. Soit parce que le métal en fusion, il va, sous l'effet de l'oxygène, il va entrer en réaction avec le matériau de la cornue elle-même, et il va bouffer la cornue, soit parce qu'il va entrer soit parce que la combustion ne va pas être complète. Donc ça a pris des années de mettre au point ce procédé-là. Mais une fois qu'on a mis au point ce procédé-là, on peut produire de l'acier en très grande quantité. Et donc on entre vraiment dans une phase importante, qui est non seulement celle où on produit beaucoup de fer, mais celle où ce fer est un fer de grande qualité, qui permet désormais d'envisager des applications comme les aciers de coupe. Parce que vous savez que pour pouvoir, en fait, le problème du fer, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez l'utiliser. La fonte, comme c'est cassant, dès que ça chauffe, ça pète. Le fer, c'est un peu plus résistant. Mais par exemple, les rails en fer de chemin de fer s'usent. Parce que comme le fer n'est pas très dur, ça va s'user. Alors que l'idée, ça va être d'avoir des rails en acier, qui vont être donc très durs, et sur les roues de locomotive, de mettre des bandeaux en fer doux qui vont s'user. Et en fait, sur les roues de locomotive, il y a des bandeaux qui sont comme des espèces de pneus en fer. Et ça n'est plus que ces bandeaux qui vont s'user. Et donc, vous voyez, en fait, quand on a plusieurs qualités de métal, ben, on peut avoir des usages qui sont beaucoup plus fins. Ou bien les aciers de coupe, c'est que pour couper les métaux, il y a un problème, c'est que métal contre métal, c'est pas très simple. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser de couper du métal, ou de percer du métal avec une perceuse, mais le problème immédiat, c'est que ça chauffe. Et quand ça chauffe, les propriétés mécaniques de votre acier se dégradent. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut des aciers très durs pour couper des aciers moins durs. Et ces aciers très durs, ça va être des aciers d'alliage, avec des structures cristallines qui sont contrôlées. Mais ça, vous pouvez le faire que quand vous avez des quantités d'acier importantes pour pouvoir vous livrer des expériences et à des productions en grande série. Donc de fait, l'amélioration de la qualité des aciers, donc le passage de la fonte au fer à travers le four Pudley, et puis ensuite du fer à l'acier à travers les convertisseurs ou les fours Martin, ça va complètement changer la nature des productions et la qualité technique qu'on va pouvoir atteindre. Donc, en même temps que les Anglais mettent au point le convertisseur Bessemer, donc c'est la fin des années 50 au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Et alors, ce qui est drôle, en fait, c'est que les Américains vont utiliser leur office américain des brevets pour faire breveter fondamentalement le procédé Bessemer par un Américain. En gros, pour ne pas payer les royalties des brevets aux Anglais. Donc, là, les Américains, ils ont été très forts dans le protectionnisme et la guerre commerciale. Ils ont toujours su faire. Mais au même moment, sur le continent, l'allemand Siemens et le français Martin mettent au point un procédé qui est en fait un raffinement du four de podelage. C'est ce qu'on appelle le four Martin. C'est un four à réverbère, en fait, mais avec un beaucoup plus haut rendement, qui permet de non plus seulement de cramer le minerai de fer pour en faire du fer, mais qui permet de cramer le minerai et les ferrailles pour en faire des aciers. D'accord ? Parce que haute température et parce que injection d'oxygène dans le four, donc du coup, etc. Donc de fait, la métallurgie, qui est le symbole de la révolution industrielle, elle s'accompagne d'un changement considérable des techniques. Et en fait, la décennie 1855-1865, c'est la décennie clé, parce que c'est l'invention des procédés de production des aciers. Jusque-là, on fait du fer, et le fer, c'est chouette, ça fait la tour Eiffel, mais c'est pas le fer qui va faire des locomotives ou des aciers de coupe, enfin bref, des usages un peu de pointe. Et donc c'est vraiment dans la décennie 1860-1870, enfin au milieu là, qu'on transforme les choses. Et d'ailleurs, quand on voit le point de vue des productions, on voit bien que c'est là que ça décolle. C'est-à-dire qu'en 1840, en Grande-Bretagne, on fait 1 300 000 tonnes de fer, et là c'est du fer, puisqu'on n'a pas de procédé pour faire de l'acier en grande quantité. On fait peut-être un peu d'acier dans les
dans les manufactures où on fait les lames de couteau, par exemple. Mais les lames de couteau, il faut les forger. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur les couteaux Layol, la meilleure qualité de Layol, c'est le 440. Le 440, c'est un acier qui a été forgé 440 fois. En fait, la feuille d'acier, la feuille de tôle, elle a été repliée et forgée 440 fois. C'est pour ça que c'était un acier dit chirurgical, parce que comme la lame de sabre japonais, c'est un acier qui ne rouille pas. Mais justement à cause du traitement, pas à cause de sa structure chimique. Maintenant, pour obtenir des aciers qui ne rouillent pas cher, ce qu'on fait, c'est qu'on met du chrome dans les aciers en grande quantité, puisque les inox, c'est des aciers à 18% de chrome. Donc, un, ça coûte plus cher. Deux, ça pose un problème de toxicité, parce que le chrome, c'est un métal lourd. Donc, si votre brassage n'est pas bien fait et qu'il y a des particules de chrome qui se déposent, ben, c'est quand même du poison. Et trois, si ce n'est pas bien fait, en plus, il va y avoir des points de rouille. D'accord ? Mais de fait, l'inox, ça coûte quand même beaucoup moins cher à faire que le 440 du Layol. Donc, dans la production d'1 300 000 tonnes de la Grande-Bretagne en 1840, l'acier est marginal. À la même époque, les États-Unis font 300 000 tonnes de fer, l'Allemagne 200 000 tonnes, et la France, etc., c'est à peu près le même ordre de grandeur, environ 200 000 tonnes. Quand vous prenez tout le reste, c'est-à-dire la France, la Belgique, l'Autriche et la Russie. En 1870, donc alors qu'on vient juste d'inventer les procédés de production à l'oxygène en quantité, la Grande-Bretagne a multiplié par 5 sa production depuis 1840, les États-Unis par 6, l'Allemagne par 8, et vraisemblablement les autres par 6 ou 7. En 1913, la production anglaise a augmenté encore de 50%, la production américaine a été multipliée pratiquement par 20 depuis 1970, et là c'est que des aciers à l'oxygène, donc c'est que des aciers, de fait ces productions-là. Les Allemands ont multiplié par 12, et les Français, etc., par 6 ou 7. Mais ce qui est impressionnant, évidemment, c'est le développement de l'Allemagne et des États-Unis, qui en seulement 40 ans ont non seulement rattrapé, mais dépassé considérablement la Grande-Bretagne. Et en plus, comme c'est entièrement des productions modernes, ça veut dire que la Grande-Bretagne, en fait, entre 1870 et 1913, elle a augmenté de 50% sa production, parce qu'elle a aussi dû remplacer ses capacités de production en fer par des capacités de production d'acier. Alors que les Allemands et les Américains, c'est que de l'acier. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire que de l'acier ? Ça veut dire concrètement que c'est que du métal qui sert à faire du blindage de cuirassés. On ne parle pas encore de tanks en 1913, parce que ça va arriver à la fin de la guerre, mais la marine militaire, qui est quand même... La course à la puissance dans la marine, c'est quand même le truc du début du XXe siècle. On passe de navires en bois... En 1880, tous les navires de guerre sont des navires en bois avec une vague ceinture de métal. Les seules pièces métalliques importantes, c'est les canons. En 1890, on se met à avoir des navires cuirassés, et en 1913, on a des navires cuirassés qui déplacent 30 000 tonnes. Donc on a des navires qui sont 30 000 tonnes d'acier. Donc vous voyez, quand vous en produisez 1 million de tonnes, vous avez de quoi produire 30 cuirassés. Bon, c'est beaucoup, mais en même temps, un cuirassé, ça prend quand même faut quand même une industrie solide derrière. Bon, donc évidemment, derrière cette amélioration, il n'y a pas que le progrès technique, il y a aussi les usages guerriers qui sont en cause. En dehors des usages guerriers, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, en gros, la vapeur va permettre de travailler les métaux, comme vous le savez, puisque les laminoirs permettent de sortir des tôles, des barres, des profilés. On peut forger avec les marteaux pilons, on peut tourner avec des tours, on peut percer avec des fraises. Le marteau pilon à vapeur, c'est l'un des symboles de la révolution industrielle, puisque c'est l'alliance, en gros, de la puissance monumentale, c'est très gros, avec la précision, puisque il est tellement précis que vous pouvez vous en servir pour casser une noix. C'est ce qu'on dit. Alors, à quoi ça sert ça concrètement ? Ça sert d'abord de manière visible dans l'architecture. Donc, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment en fer ? En Grande-Bretagne, le bâtiment symbolique, c'est Crystal Palace. Crystal Palace, c'est un bâtiment qui est construit pour l'exposition universelle de 1850 à Londres. Comme son nom l'indique, le palais de cristal, c'est en fait un palais de fer et de verre, c'est-à-dire l'armature en fer, avec du verre partout. Donc, par contraste avec toutes les constructions jusqu'alors, qui sont quand même des constructions en pierre, il y a du béton dans les années 1850, mais ça ne change pas, parce que le béton, on l'appelle la pierre artificielle. Toutes les constructions jusque-là, c'est des constructions où la surface de fenêtre est limitée. La seule exception, c'est les cathédrales gothiques, mais c'est plus très à la mode depuis le XVe siècle. Et puis les cathédrales gothiques, c'est quand même limité comme application. Mais donc le fait de pouvoir faire un bâtiment entièrement en verre, donc complètement ouvert à la lumière extérieure, c'est fascinant. C'est le même choc culturel que quand Sugère construit l'abbaye de Saint-Denis,
où de fait ces grandes fenêtres font entrer la lumière comme on l'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité dans le bâtiment. Donc on se retrouve avec des bâtiments totalement nouveaux. D'autant que le pendant de Crystal Palace en France, c'est les gares parisiennes. Alors c'est vrai que si vous allez voir les gares d'Austerlitz ou Saint-Lazare, aujourd'hui, elles sont en piteux état, parce que les verrières n'ont pas été changées depuis un siècle et demi, elles sont très sales, et elles sont en très mauvais état. Mais imaginez, quand vous allez au Grand Palais, par exemple, qui est un bâtiment de 1900, donc c'est pas le sujet, mais il se trouve que la verrière du Grand Palais a été refaite il y a une dizaine d'années, et donc la verrière du Grand Palais a encore les qualités de transparence originales des verrières des gares. Donc imaginez des bâtiments aussi grands, avec des toits complètement transparents, c'est un enchantement pour le spectateur de 1850. Un bâtiment qui est plus grand que tout ce qu'on a jamais construit, et qui en plus laisse passer la lumière, c'est extraordinaire. Donc, donc le fer permet de laisser entrer la lumière, ou bien, en combinaison avec la pierre, il permet, en gros, des propriétés mécaniques qu'on n'a pas avec des bâtiments purement en pierre. Bon, le premier exemple, c'est la bibliothèque Sainte-Geneviève, à laquelle vous n'accédez peut-être pas habituellement, mais enfin qui est une des bibliothèques de travail des étudiants de Paris implantés en Sorbonne, puisque c'est une des bibliothèques interuniversitaires de Paris. Vous voyez, la bibliothèque Sainte-Geneviève, elle est place du Panthéon, elle est sur le côté du Panthéon, à côté de Cujas, et quand vous la voyez de l'extérieur, c'est un bâtiment en pierre de taille, avec les noms des plus grands philosophes depuis l'Antiquité grecque, et en fait, à l'intérieur, c'est une seule pièce, avec des arcs en métal, et justement, le métal permet d'obtenir une ouverture des arcs qui est plus grande que ce qu'on aurait eu avec des arcs de pierre. Donc en fait, c'est une structure, c'est une voûte, comme il y avait dans les églises, mais une voûte beaucoup plus grande par sa portée que ce qu'on aurait pu faire en pierre. Ouais, donc à partir de cette bibliothèque Sainte-Geneviève de la Brouste, qui garde l'apparence d'un bâtiment en pierre de taille, mais qui en fait a une structure métallique, à Paris, il y a beaucoup de constructions où on garde une façade classique en pierre et où en fait la structure est métallique. Donc typiquement, le siège du Crédit Lyonnais, boulevard des Italiens, le siège de la Société Générale, tous les grands magasins, c'est en gros la structure métallique permet d'obtenir des ouvertures, donc des tailles de pièces, des portées de plafond qu'on n'obtiendrait pas avec de la pierre. Donc on renouvelle l'architecture. Et d'autant plus que, justement, on passe de la fonte au fer, puis du fer à l'acier. On peut obtenir des portées encore plus grandes avec l'acier. Aux États-Unis, ça prend un tour particulièrement spectaculaire, puisque après le grand incendie de Chicago de 1871, vous savez, c'est l'école de Chicago qui est le fer de lance de l'architecture moderne aux États-Unis, avec en particulier Sullivan. On se met à construire des gratte-ciel, d'abord à Chicago, et puis à New York à partir des années 1890. Et dans le gratte-ciel américain, la structure métallique est absolument instrumentale. D'accord ? C'est-à-dire que, autant en Europe, on va construire des bâtiments traditionnels avec une structure métallique et une façade en pierre, et puis quand on va, en France en particulier, quand on va commencer à construire grand, on va le faire avec une âme en béton. Si vous prenez la tour Montparnasse, c'est un noyau de béton. Si vous prenez les tours de la Défense, c'est des noyaux de béton. Donc, par parenthèse, c'est immunisé aux attaques type 11 septembre. C'est-à-dire, si vous mettez un avion de ligne dans la tour Montparnasse, bon, ça va faire du dégât, hein, c'est sûr. Mais disons que, comme le noyau central est en béton, en fait, l'incendie des dizaines de milliers de litres de kérosène qui va s'en suivre ne va pas provoquer suffisamment de chaleur pour que le noyau de béton se torde. Parce que vous tordez pas, le béton n'étant pas conducteur, il ne va pas y avoir conduction de la chaleur et donc il ne va pas y avoir de dégâts sur toute la hauteur de l'édifice. Donc même si, en gros, la tour Montparnasse serait coupée, quoi, si elle se prenait un avion avec un incendie, elle ne s'écroulerait pas comme les tours du World Trade Center, parce que tous les immeubles new-yorkais, c'est une structure totalement métallique. Donc si vous mettez le feu, je ne vous dis pas ça dans l'esprit que vous essayez, je veux dire, il s'agit là d'une expérience de pensée. S'il y a un feu important, comme la chaleur du feu va être conduite par la structure métallique, c'est toute la structure métallique qui va se déformer. Et donc l'effondrement des tours pour le 11 septembre, c'est pas le choc de l'impact de l'avion, c'est en fait les conséquences de l'incendie. Bon, un 767, ça doit porter 160 000 litres de kérosène ou un truc comme ça. Non, j'exagère, 80 000 litres de kérosène, pardon. 80 000 litres de kérosène, ça fait quand même quelques calories, d'accord. Donc vous mettez ça dans une structure métallique, bah de fait les poutrelles chauffent à plusieurs centaines de degrés, et quand elles chauffent, elles se déforment. Et comme l'immeuble se déforme, bah, il ne tient plus en place et il s'effondre. Voilà. Donc, alors, ceci pour dire que la construction en métal n'a pas que des avantages. Mais on est à une époque où le problème des avions qui se jettent dans les immeubles n'existe pas. Bon, et donc, de fait, comme on le voit, le métal permet une transformation considérable de l'architecture, parce que, en fait, alors,
À Chicago, moi je ne connais pas Chicago, mais quand vous allez à New York, ce qui est spectaculaire, c'est vous voyez le Flatiron qui doit faire 13 étages. Vous savez, c'est un petit immeuble en forme de triangle, c'est pour ça qu'on l'appelle le fer à repasser, parce qu'il ressemble à un fer à repasser ancien. C'est 1903, il fait 13 étages, et puis 10 ans après, vous avez le Woolworth City Hall qui doit faire 40 étages et 200 mètres de haut. Donc en 10 ans, on se met à construire des immeubles, mais pas des tours comme la Tour Eiffel, je veux dire, des immeubles avec des paliers, des escaliers, des ascenseurs, des gens qui habitent dedans, et on est capable de construire des trucs de 40 étages en 10 ans. Et ça, c'est le fer, enfin c'est le métal. Donc transformation de l'architecture par le métal. Peut-être une petite cartographie qui permettra de comprendre. Ce que vous voyez, c'est qu'en fait, le procédé Bessemer a été, donc en jaune, ça a été le premier à permettre la production d'acier, et donc de fait, et il plafonne en 1870, au moment où en fait c'est le procédé Siemens qui va se développer. Le procédé Siemens-Martin, donc le four, comme on a vu, va devenir dominant jusqu'à l'entre-deux-guerres, et en fait, à partir de la guerre, on va avoir des aciers directs à l'oxygène ou des aciers électriques, et il va y avoir un renouveau des méthodes productives après la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'idée, c'est quand même que les méthodes qui vont permettre toute la croissance de la période qui nous intéresse sont développées dans la décennie 1860-1870, enfin, ou 1855-1865. Et c'est ça qui va permettre l'essor, alors on l'a dit, la marine militaire, l'architecture moderne. Bon, on a vu que l'usage agricole, enfin les conséquences agricoles de la révolution industrielle, c'est pas très sensible. C'est en particulier pas très sensible en Europe, parce qu'en Europe, on va rester avec une agriculture de main-d'œuvre, parce qu'on a. En gros, si on met du progrès technique trop vite, on va avoir beaucoup de chômage et on ne sait pas comment faire. Donc on reste avec une agriculture de main-d'œuvre, même s'il y a un développement symbolique des tracteurs. Par exemple, Mussolini va apporter des tracteurs dans l'agriculture italienne, c'est des tracteurs cheminés essentiellement, mais ça a surtout un rôle de propagande, parce qu'il n'y a pas un nombre de tracteurs considérable qui va transformer l'agriculture italienne. C'est juste une espèce de... C'est pour frapper les esprits, on montre que maintenant il y a des machines qui permettent de cultiver les champs. Mais de fait, l'usage massif du tracteur dans l'agriculture, il est surtout aux États-Unis. Et comme on l'a vu, il est avec des tracteurs qui sont au départ à vapeur, qui permettent d'entraîner des batteuses qui sont séparées. Bon, et donc c'est un développement quand même relativement lent, et où on a en parallèle une agriculture mécanisée, et une agriculture avec encore beaucoup de main-d'œuvre. Et en fait, c'est la crise de 29 qui va tuer l'agriculture traditionnelle. Mais donc vous voyez que pendant toute la période, on a encore une agriculture traditionnelle totalement dominante sur le continent européen, et encore qui existe encore fortement aux États-Unis. Alors, en fait, bon, si maintenant on s'intéresse à la mobilité, parce qu'on a dit les grands usages de l'acier, c'est la flotte et l'architecture. L'agriculture, manifestement, c'est pas le cas, mais en fait, bon, alors, on a déjà évoqué les chemins de fer, donc j'en parle pas. Mais dans le domaine des transports, ce qui est intéressant quand même, c'est de comprendre que c'est dans le domaine des transports que la question du choix de l'énergie est le moins fixée. D'accord ? Parce que, par exemple, dans le cas des véhicules automobiles, on a des véhicules automobiles électriques dès le début de l'histoire de l'automobile. Donc, par exemple, cette espèce de chose là qui s'appelle la Jamais Contente, qui est la voiture de M. Genazzi, c'est cette Jamais Contente qui bat des records de vitesse, je pense en 1902. Donc, au début de l'histoire de l'automobile. Alors, pourquoi est-ce qu'on a des voitures électriques au début de l'histoire de l'automobile ? Tout simplement parce que le problème des voitures électriques, ça ne vous a pas échappé, c'est les batteries. Et donc, de fait, les voitures électriques, on ne sait pas les utiliser sur des longues distances. Mais en revanche, les qualités propres du moteur électrique, qui sont un couple disponible d'emblée, donc en gros, vous savez qu'un moteur électrique, ça a le même couple à n'importe quel régime, à peu de choses près. Donc ça veut dire que pour l'accélération, c'est le plus phénoménal. D'accord ? C'est-à-dire que autant la machine à vapeur, on a vu qu'elle tourne toujours au même régime, donc il y a un vrai problème. Alors on peut les faire accélérer dans le cas des locomotives, mais ça a une très mauvaise accélération, une machine à vapeur. On a vu les moteurs à explosion, c'est un peu mieux, mais le moteur électrique, c'est le top pour l'accélération. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas gérer l'autonomie. Donc de fait, on a des applications du moteur électrique pour battre des records de vitesse en automobile dès les années 1900. Et puis ça disparaît après, quand on développe suffisamment le moteur à explosion. On a des applications ferroviaires de l'électricité, justement parce que ça permet de résoudre le problème de l'accélération. Mais le problème, c'est que l'électricité ferroviaire, il faut électrifier les lignes. Et ça coûte très cher. Et donc, de fait, l'électrification des lignes,
Ça va se faire sur les lignes de montagne, parce qu'on a besoin de puissance. Le problème d'une ligne de montagne, c'est que vous pouvez pas, le régime continu de la vapeur, ça ne marche pas sur une ligne de montagne. Puisque justement, comme il y a une variation des pentes, il faudrait pouvoir faire varier le couple. Et donc, c'est sur les lignes de montagne qu'on va électrifier en premier lieu. Donc, c'est les Suisses qui vont être les premiers à électrifier. Et à développer des locomotives de puissance comme les crocodiles. L'électrification en France, c'est plutôt quand on va avoir suffisamment de production électrique, donc dans l'après-deuxième guerre mondiale. Donc, de fait, si l'électricité a des usages de niche, c'est-à-dire quand les difficultés que pose sa mise en œuvre peuvent être résolues dans des conditions économiquement valides, on a dit en gros, sur les lignes de montagne, on va pouvoir électrifier, parce que même si c'est très cher, d'abord c'est des lignes qui sont assez courtes, et puis de toute façon, si on met pas d'électricité, les locomotives à vapeur ne montent pas, donc la question est réglée. En revanche, pour les automobiles et pour l'aviation, ce qui va s'imposer, c'est le moteur à explosion. Alors, c'est assez marrant, en fait, la question de savoir comment on invente le moteur à explosion. Donc, j'entends moteur à explosion, ce que vous avez dans n'importe quelle voiture, enfin, sauf les voitures électriques, donc un machin avec un cylindre mobile, un temps moteur, puisqu'en gros, il y a le cylindre, qu'est-ce qu'il fait? Il aspire le mélange air-combustible. Une fois qu'il l'a aspiré, il le compresse, et puis il y a ou pas un dispositif d'allumage. Sur les moteurs à essence, il y a une bougie qui va mettre le feu au mélange. Sur les moteurs diesel, c'est la compression qui va suffire à mettre le feu au mélange. Et puis ça produit un temps moteur, et voilà. Bon, et puis après, il y a la question du graissage, etc. La question, c'est comment est-ce que vous inventez ça? Alors, vous pouvez le faire à la française, d'accord, puisque les Français disent toujours que c'est un Français qui a inventé le moteur à explosion, et comme tout va bien, j'ai évidemment oublié le nom, comment s'appelle le pseudo-inventeur français du moteur à explosion, qui en fait a inventé la théorie, mais n'a pas construit le moteur correspondant. Bonjour. Comment? Bah oui, mais il y a cours. Hein. Comment? Bon, écoutez, faites comme chez vous, du moment que je ne vous entends pas. Donc, le truc, c'est comment est-ce que vous... Oui, pardon, bon, je sais plus... j'ai oublié le nom, mais ce sera l'énigme pour la semaine prochaine. Vous avez le droit de le retrouver avant moi et de me l'envoyer par mail. Donc la question, c'est comment est-ce que vous mettez au point le moteur explosion? Parce qu'on l'a vu, pour la machine à vapeur de Watt, il y a un point de départ. Pour la machine à vapeur de Watt, le point de départ, c'est la machine de Newcomen. On optimise la machine de Newcomen, et ça vous donne la machine de Watt. Et on voit que l'étape intermédiaire avant la roue, c'est le balancier. Bon. Mais d'où est-ce qu'on part pour faire un moteur à explosion? Et en fait, la réponse, vous la trouverez au musée du CNAM, si vous voulez, parce qu'au musée du CNAM, dans la salle des moteurs, il y a le moteur à gaz de Lenoir. Et le moteur à gaz de Lenoir, c'est un moteur où vous remplacez en fait la vapeur par du gaz de ville. Bon, je vous rappelle qu'un moment important de la révolution industrielle, c'est quand on diffuse le gaz d'éclairage dans les villes, non pas pour chauffer, mais pour éclairer. Qu'est-ce que c'est que ce gaz d'éclairage? C'est du gaz qui est produit à partir du charbon de bois, à partir du charbon de terre. C'est-à-dire qu'on extrait de la houille un gaz combustible qui va permettre de faire fonctionner des becs de gaz, d'accord, puisque en gros l'éclairage urbain est fait avec du gaz d'éclairage. Ce n'est pas des ampoules à arc comme on a maintenant, puisqu'il n'y a pas d'électricité. Et pour la petite histoire, le terrain sur lequel il y avait les gazomètres, parce que du coup il faut des réserves de gaz absolument considérables. Ces réserves de gaz absolument considérables, c'est des gros cylindres qui sont enfoncés dans le sol et sur lesquels il y a un toit mobile. Pourquoi il y a un toit mobile? Parce que quand l'usine produit du gaz, le gaz en fait, prend de plus en plus de place et donc le toit mobile monte. Et puis quand on consomme, le toit mobile descend parce que de fait, il n'y a que du gaz là-dedans. Il n'y a pas d'air. Donc de fait, il faut que le réservoir fasse exactement la capacité du gaz qui est dedans. Et donc il faut qu'il puisse s'adapter à la production et à la consommation. Et les gazomètres, les principaux gazomètres de Paris, ils étaient là. Ils étaient derrière l'avenue d'Italie, donc entre ici et la place d'Italie. Et alors, qui se voient encore, vous ne les voyez pas en surface, mais si vous descendez dans le réseau de l'inspection générale des carrières qui permet d'inspecter ce qu'on appelle les catacombes, mais qui étaient en fait des carrières, vous pouvez aussi vous promener dans les magnifiques cercles qui correspondent aux anciens puits des gazomètres. Bon donc, ce gaz d'éclairage qui était disponible en ville, et qui servait à faire fonctionner les réverbères, c'est eux qui ont fait Paris-Ville-Lumière. Lenoir, qui est un inventeur franco-belge, a l'idée de l'utiliser parce que c'est du gaz sous pression. Il se dit plutôt que de m'enquiquiner à fabriquer une machine à vapeur, et si j'essayais de remplir mon cylindre et de pousser mon piston avec du gaz d'éclairage. Et il se rend compte que ça marche. Et donc il construit une machine où il remplace la vapeur
par le gaz d'éclairage, le gaz de ville, qui est disponible au robinet. Et puis, il y a un jour où le noir se dit, mais mon gaz, il est combustible. Et si, en fait, au lieu simplement de pousser le piston avec du gaz, je mettais en même temps du gaz et de l'air, et que je mettais le feu au truc, ça pousserait le piston beaucoup plus fort. Et il avait inventé le moteur à explosion. Sauf que son moteur à explosion marchait encore avec du gaz. Et il ne pouvait évidemment pas le mettre sur un véhicule qui allait se promener avec une usine à production de gaz derrière. Alors, c'est presque pas une blague, parce que si vous vous souvenez de l'histoire de France, il y a quand même un moment où les voitures ont roulé avec l'usine de production de gaz, c'était pendant la guerre. On avait des gazomètres à bois, enfin des gazogènes à bois, donc c'est des espèces de fours dans lesquels on mettait du bois, on faisait brûler le bois, et en fait le bois en brûlant dégageait un gaz qui était ensuite utilisé dans le moteur dont le carburateur était réglé. Bon, mais ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est pas très efficace de se promener avec 500 kg de bois sur sa bagnole. Et puis c'est pas très écologique non plus. Enfin, c'est juste que l'essence sert à alimenter les chars allemands pendant ce temps-là. Mais n'empêche que donc le noir, avec, vous voyez, le passage du moteur à vapeur au moteur à explosion, c'est le moteur à gaz de Le Noir, et de fait, ce qui est la matrice du moteur à explosion, c'est la machine à vapeur. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et donc je vous conseille la visite du musée du CNAM, parce que là vous verrez concrètement un moteur de Le Noir tout découpé, qui vous permet de faire bouger le piston, de voir comment se passe l'admission, etc. Et puis après vous avez tous les moteurs que vous voulez derrière, y compris les moteurs rotatifs, les moteurs à plusieurs cylindres, les moteurs de marine, les diesels, bref. Enfin c'est formidable. Bon alors, à partir du moteur à gaz de Le Noir, comment est-ce que ça se passe? Ben, ça se passe que, en fait, les premières applications du moteur à explosion, voilà, c'est Baudrochat. Les Allemands disent, pour un moteur à explosion, les Allemands disent Automotor, pour rendre hommage à Niklaus Otto, qui était le premier. Alors, c'est pas automobile, hein, Otto, c'est son nom de famille. Donc, le Nicolas Otto, il a inventé, lui, il a mis au point un moteur qui a fonctionné, mais qui produisait pas assez, enfin, qui n'était pas assez léger et pas assez puissant pour entraîner un véhicule. Donc, de fait, il n'y a pas eu d'application. Un peu avant, il y avait un Français qui s'appelait Baudrochat, je pense, qui a écrit la théorie du moteur à explosion, mais qui n'a jamais fait. Donc ça, c'est formidable, parce que les Français expliquent qu'ils sont les inventeurs d'un moteur qui n'a jamais existé, comme toujours. Et les premières applications, c'est Daimler et Maybach. Donc, vous connaissez forcément, puisque Daimler, c'est le nom du groupe qui possède Mercedes. Et Maybach, c'est le nom de la marque de luxe que fait Mercedes. Et pendant longtemps, ça a été le nom d'une marque de voitures de luxe en Allemagne jusqu'aux années 30. Quoi, d'accord ? Et donc Daimler et Maybach font la première automobile, qui est concrètement, c'est une voiture à cheval avec un piston, d'accord, qui entraîne une des roues. C'est-à-dire que la forme de ces voitures, c'est des voitures à cheval. Et puis en France, c'est Panhard et Levasseur, et puis après, vous connaissez l'histoire. Là encore, si vous voulez aller voir comment on passe de la voiture à cheval à la voiture que vous connaissez, musée du CNAM. Et vous verrez, c'est incroyable à quel point les premières automobiles sont des voitures à cheval où le cheval est remplacé par un moteur. Alors il n'est pas, d'accord, il n'est pas au bout des rênes puisqu'il n'y a plus de rênes. Mais il faut qu'on se débrouille pour mettre un moteur quelque part qui entraîne directement une roue avec une chaîne. Et puis on garde la structure en bois, on garde les roues de charrette. Enfin bon, c'est incroyable. Bon, dans le domaine des avions, enfin de l'aviation, je vous avais dit avion à vapeur de Clément Ader sur la base d'une aile de chauve-souris. Ah, puis j'avais oublié les hélices en forme de plume. Donc ça vous permet de profiter de l'effet de sol pendant quelques dizaines de mètres. Mais pour aller aux États-Unis, ça ne marche pas. Enfin, du moins, pas en volant. Après, vous pouvez le mettre dans un cargo et attendre, mais c'est tout ce que vous pourrez faire. Le premier avion qui vole vraiment, c'est celui des frères Wright. Et celui des frères Wright, bah, vous voyez que, qu'est-ce qu'il a? C'est un biplan. Sur l'aile inférieure, vous voyez nettement un moteur avec deux courroies entre les deux, qui sont pas des courroies, qui sont des chaînes entre les deux hélices. C'est des hélices propulsives, d'accord. Votre moteur, c'est un mauvais moteur à essence. Donc il n'y a pas eu d'aviation s'il n'y a pas eu de moteur à explosion. Et puis vous avez les commandes de vol qui sont, après une commande pour tourner, qui est l'équivalent de la dérive qui est là, à l'arrière, une commande de profondeur qui est à l'avant, puis pour le reste, pour tourner, vous gauchissez les ailes. Concrètement, le manche à balai vous permet de tordre les ailes. Mais c'est pas parce qu'on a inventé la forme de l'avion qu'on a inventé les commandes. Et même sur le Blériot 9, dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui a permis de traverser la Manche, bah, vous avez bien des commandes de profondeur qui sont donc à l'arrière. Vous avez bien une commande de direction qui est aussi à l'arrière, donc vous avez déjà l'empennage cruciforme de l'avion classique, mais vous n'avez toujours pas de volet d'ailes, donc c'est toujours le gauchissement des ailes. En fait, vous avez une espèce de mât devant le pilote, et en fait, à ce mât sont attelés des câbles,
Et c'est ces câbles que vous commandez avec le manche à balai qui vont permettre de tordre les ailes pour faire tourner l'avion. Alors les tordre, pas trop non plus, hein, mais en tout cas, c'est en tordant les ailes que vous volez. Bon, et vous voyez ce machin, autant l'avion des frères Wright ressemble quand même pas à grand-chose. Enfin, disons que le fait que ça vole n'était pas absolument évident. Autant, ce qui est extraordinaire, c'est que là, on est en 1908, c'est-à-dire on est 7 ans après le truc des frères Wright, 6 ans. Et bon, bah, ça ressemble quand même furieusement à un avion, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un empennage cruciforme, il y a une aile, il y a un moteur devant, il y a un pilote, il y a les trains d'atterrissage, il y a tout, quoi. À l'exception des missiles Fire and Forget, mais pour l'essentiel, ça fait le job et ça permet même d'aller en Angleterre. Voilà, alors, puisqu'on a développé les transports, comment est-ce qu'on peut caractériser l'effet de la révolution industrielle sur les transports? Eh bien, justement, ajout depuis la semaine dernière, j'ai trouvé dans un article de Philippe Combe et Myrène Lafourcade et d'autres, la citation suivante. According to Bayrock, alors c'est un peu caricatural de lire la traduction anglaise d'un texte en français, mais enfin peu importe, ce sera traduit dans les prochaines éditions. Between 1800 and 1910, it can be estimated that the lowering of the real average prices of transportation was of the order of 10 to 1. D'accord, donc entre 1800 et 1910, le coût réel moyen des transports a été réduit dans un ordre de 10 à 1, donc a été divisé par 10. Ça, c'est pour le 19e siècle. Et puis, pour les États-Unis, Glaser et Kohlhase notent qu'au 20e siècle, le coût de transport des biens manufacturés ont baissé d'environ 90% au 20e siècle. Donc, baisse des coûts de transport 90% au 19e, 90% au 20e siècle. Donc, en 2 siècles, 99%. Alors après, concrètement, entre 1750 et 1939, on n'est probablement pas à 99%. Mais dans l'ensemble, on est à plus de 90%, puisqu'on a déjà 90% sur tout le 19e siècle. Donc, on ne se trompera pas beaucoup en disant que ça a baissé de 95 à 98%. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Donc, ces technologies ont un effet quand même assez massif. Bon, qui dit baisse des coûts de transport dit évidemment intégration productive. Et donc redécoupage de la carte de la production. Et ça va venir après. Alors, des exemples plus précis, en France, le coût pour le fret par tonne kilomètre a baissé de 36% seulement pendant la décennie 1840, à cause de la diffusion du chemin de fer, et encore de 20% entre 1851 et 1869. Donc ça baisse quand même extrêmement vite. Même pendant la période récente, pendant les 20 dernières années du XXe siècle qu'ont étudié Combe et Lafourcade, les coûts de transport ont encore baissé de 40%. Alors ça a beau être hors de notre période, ça montre quand même que la première conséquence de la révolution industrielle, c'est la baisse vertigineuse des coûts de transport. La baisse vertigineuse des coûts de transport, ça veut dire accès à plein de trucs qu'on ne pouvait pas consommer avant à cause des coûts de transport prohibitifs, et intégration des processus productifs qui vont permettre de produire beaucoup moins de choses. Alors, ce que vous voyez aussi quand même, bonjour, à travers le développement de... C'est là que ça se passe, oui. Ce que vous voyez à travers le développement des... Vous cherchez quelque chose? Ouais, ici, on a cours d'histoire économique jusqu'à midi. Donc vous avez peut-être cours après de théorie économique. Je ne peux rien pour vous, alors. Je vous en prie. Donc, ce qui devient manifeste quand même, avec le développement des chemins de fer, avec le développement de l'acier, dont on a vu que c'était compliqué de mettre au point les cornues, bon, c'est qu'en gros, le progrès technique n'est plus possible sans le progrès des sciences. Et on n'est plus dans ce progrès technique du début de la révolution industrielle, où on a des inventeurs qui sont des bricoleurs, et qui mettent au point des machines. Là, on est quand même dans un truc où il faut des moyens importants, parce que expérimenter les convertisseurs, déjà, vous ne faites plus ça dans votre cuisine, quoi. Il faut une taille, il faut pouvoir faire fondre de l'acier à haute température, il faut de l'oxygène, il faut des revêtements alcalins, enfin bon, il faut des trucs que vous ne faites pas chez vous, quoi. Donc, et puis il faut en général une théorie scientifique derrière. Et donc de fait, la révolution industrielle, c'est devenu une révolution scientifique. Plutôt, elle s'est appuyée, elle s'est relancée avec la révolution scientifique. Alors, comme la Sorbonne est décidément le centre du monde, si vous avez envie de faire un exercice de découverte de la révolution industrielle, je vous conseille l'amphi de gestion à la Sorbonne. L'amphithéâtre qu'on appelle actuellement l'amphi de gestion, qui était en fait l'amphi de chimie, du temps où la Sorbonne était l'université de Paris, et donc dans laquelle il y avait une faculté des sciences, qui ensuite, après 68, est partie à Jussieu. Il y avait un amphi de chimie, et dans cet amphi de chimie, il y a quoi? Il y a les noms des grands chimistes. Alors vous verrez que les noms des grands chimistes, ils sont presque tous français. Bon, c'était un peu franco-centrique, on va dire.
Mais en tout cas, au début, il y a quand même quelques Français, il n'y en a plus beaucoup depuis mais ce qui est amusant dans l'amphi de gestion, enfin, l'ancienne amphi de chimie, c'est de lire les noms des gens et de se demander ce qu'ils ont fait. Bon, et vous vous rendez compte quand même que les mecs qui sont là-bas, ils ont fait un certain nombre de trucs qui ne sont pas totalement nuls. C'est-à-dire qu'ils ont fait la conservation des produits périssables, l'électrolyse, le plaquage électrolytique, la décomposition de la soude, la production de la soude, enfin bon bref, tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Tout ce qui est le début de la chimie, d'accord. Bon, et alors, de fait, c'est amusant parce qu'il y a un parallèle immédiat entre l'Arc de Triomphe, où il y a les noms des généraux napoléoniens qui ont gagné les batailles, en particulier Iéna, bien sûr, Iéna et puis Austerlitz, et puis l'amphi de gestion, l'amphi de chimie, où on a les généraux vainqueurs des batailles de la science. Et puis à côté, le Panthéon, où on a les grands hommes auxquels la patrie est reconnaissante pour des raisons politiques. Donc finalement, à Paris, on a tout, d'accord. On a la guerre, la politique et la science. Et tout ça dans un... Si on prend la politique et la science, c'est quand même dans un tout petit périmètre, parce qu'entre le Panthéon et la Sorbonne, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Bon, mais il se passe quand même aussi des trucs de l'autre côté du Rhin, parce que par exemple, Adolf von Baeyer, qui est prix Nobel de chimie en 1905 et qui est le fondateur de la marque Bayer, d'accord, c'est lui qui a réussi à synthétiser l'indigo. Alors l'indigo, qu'est-ce que c'est? C'est le colorant bleu. En gros, c'est cette couleur-là, l'indigo. Depuis le Moyen-Âge, l'indigo, c'était qu'il fallait cultiver des plantes et puis les traiter pour en extraire un colorant. Et puis en fait, le Bayer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du pigment d'indigo, il regarde ce que c'est, il utilise des réactifs chimiques dessus pour trouver en gros la nature, et puis il synthétise ça, et puis en fait, il arrive à produire l'indigo pour moins d'un millième de ce que ça coûtait quand on élevait les plantes. Voilà. Donc ça, c'est la chimie. C'est-à-dire que les coûts de production des produits chimiques bruts baissent encore plus rapidement que les coûts des transports. En France, ça peut avoir des conséquences sociales dramatiques. Alors l'exemple qu'il faut toujours citer, je ne sais pas si vous savez, c'est la synthèse de la lysarine. Donc la lysarine, vous vous fichez bien de ce que ça peut être, mais la lysarine, c'est le colorant rouge qui sert, c'est plutôt le rouge pompier que le carmin là, des briques. Et pourquoi c'est important? Parce que vous vous souvenez probablement que les uniformes militaires français comportent des pantalons rouges. C'est pour le camouflage, naturellement. Et le problème, c'est que quand les Allemands, quand Grebe et Liebermann réalisent la synthèse de la lysarine, de fait, le colorant d'origine naturelle qui venait de la Garance, donc on extrayait de la culture de la plante Garance, on peut produire 1000 fois moins cher en synthétisant. Donc en Allemagne, on arrête la culture de la Garance et on produit chez BASF, donc Badische Anilin und Soda Fabrik, donc c'est encore un autre grand chimiste allemand qui existe toujours, on produit de la lysarine synthétique qui permet de faire du colorant rouge. En France, comme les producteurs de Garance bloquent les routes, foutent le feu aux préfectures, le truc habituel naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il n'y a plus d'application industrielle rentable, mais l'armée va continuer à vous acheter vos colorants pour faire des pantalons. Et donc les pantalons de l'armée, alors que depuis 1870 on sait faire des colorants rouges ou synthétiques, les pantalons de l'armée seront teintés avec la Garance des producteurs de Garance. C'est une manière pour l'État de garantir, avec la Garance, des petits revenus à un peu de quelques producteurs qui resteront. Puis c'est vraiment une idée fumante, puisque comme vous le savez, le début de la guerre de 14, c'est l'été 14, c'est ce qu'on appelle la guerre des frontières. Ça se fait sur fond de champ de blé à peine moissonné, et vous prenez un champ de blé tout blanc, vous mettez des mecs en pantalon rouge, et puis de l'autre côté du champ, vous mettez une mitrailleuse allemande, et vous imaginez le résultat. Le résultat, c'est que le champ est tout rouge à la fin, non plus seulement de la couleur des pantalons, mais aussi du sang des soldats français. Bien, donc, comme vous le savez, à la fin de l'année 1914, il y a une révision générale, non pas des politiques publiques, mais des uniformes. On passe au bleu horizon, on se fout bien des producteurs de Garance, et on achète finalement de l'indigo synthétique, pardon, il ne faut pas le dire. On produit nous-mêmes nos colorants bleus pour teinter nos uniformes dans une couleur qui est quand même un peu moins voyante et surtout un peu moins dangereuse pour les soldats français. Mais c'est amusant cette histoire parce que, en gros, c'est comment on essaie de résister au progrès technique. On sait que le progrès technique détruit les emplois, et donc la manière qu'on a d'éviter que ça détruise les emplois, en France, c'est l'éternel conservatisme du « on ne veut pas détruire les emplois même quand ils n'ont plus de nécessité économique parce qu'il y a des conséquences sociales ». Et là, dans le cas de la Garance, on atteint l'absurdité totale, c'est-à-dire qu'on continue à entretenir une production qui n'a aucune autre fonction que de faire tuer les soldats. Bon, alors le jour où on est en guerre, effectivement, la question des producteurs de Garance est réglée, c'est-à-dire qu'on les envoie au front. Voilà, comme ça, ça réglera le problème. Alors, puisque la révolution industrielle est une révolution scientifique, il va de soi que
le potentiel scientifique d'un pays joue un rôle important dans sa croissance. Alors ça, on en est bien conscient maintenant, c'est devenu une espèce de leitmotiv, comme on dit en français, depuis les années 90, puisque depuis les années 90, l'essentiel de la politique industrielle et compétitive des États européens, c'est le développement scientifique. Mais c'est manifeste depuis le XXe siècle. Et un banc d'essai, un test en quelque sorte de ce problème, enfin non pas de ce problème, mais de ce fait, c'est-à-dire de l'importance du développement scientifique dans le développement de la production, c'est la conséquence du nazisme sur le développement scientifique allemand. C'est-à-dire que de fait, l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne, et puis en Autriche, ça a fait qu'il y a des centaines, des milliers de savants qui ont fui l'Allemagne et l'Autriche. Soit parce qu'ils étaient juifs, et que là, il y avait une urgence vitale pour eux, qui était que, surtout après la nuit de cristal, de fait, ils risquaient des mauvais traitements et puis ensuite l'extermination. Et en tout cas, entre les deux, ils étaient bien conscients du fait qu'ils seraient probablement mieux ailleurs, soit parce que simplement, des savants avaient des idées politiques qui n'étaient pas celles du régime et ils allaient être ennuyés, ou même simplement parce qu'on leur retirait leur autonomie de recherche. Et donc, de fait, il y a un mouvement d'exode massif des savants allemands, d'abord vers l'Angleterre, en partie la France, surtout l'Angleterre, et puis ensuite vers les États-Unis. Alors, l'année dernière, quand j'ai fait ce cours, il y a un étudiant qui a polémiqué avec moi, parce qu'il considérait qu'en fait, les savants allemands avaient été kidnappés par les Américains après la guerre. Alors, donc, il faut quand même un peu expliquer justement comment s'est organisé cet exode des savants allemands, et quel impact ça a eu concrètement sur l'économie allemande. Bon, ça n'a pas eu un impact immédiat sur l'économie allemande, dans la mesure où la science allemande ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Ce qu'on voit, c'est quand même que les Allemands ont quand même pu produire un effort de guerre, un effort d'innovation important, en particulier parce que ce sont les savants allemands qui ont développé le moteur à réaction, si ça vous dit quelque chose, en parallèle avec les Anglais, d'accord. Il y avait autour de Whittle une équipe britannique qui faisait des moteurs avec des compresseurs centrifuges, d'accord, alors que les Allemands avaient des compresseurs axiaux. Mais de fait, les Allemands avaient des moteurs fusées, des moteurs à réaction, et bon, ils ont eu des programmes qui étaient de développement technique, qui étaient assez avancés. Mais par exemple, c'est vrai que sur le radar ou sur les armes nucléaires, ils ont été plutôt en retard. Et il faut dire que leurs savants qui pouvaient travailler sur les questions de fission de l'atome, là, ils étaient partis. Mais après la guerre, va se poser pour les Allemands le problème du rattrapage. Bon alors, mais concrètement, qu'est-ce que c'est comme ordre de grandeur l'exode des savants allemands? Bon alors, c'est certain que les services américains ont organisé dans l'immédiate après-guerre une opération qui était destinée à s'assurer la coopération des savants et des ingénieurs allemands en vue de développer essentiellement le programme spatial et le programme militaire. Bon, ça, c'est ce qu'on a appelé l'opération Paperclip. Et cette opération Paperclip, elle s'est quand même accompagnée d'un processus de dénazification. D'accord ? C'est-à-dire que même si on ciblait des savants allemands et on les faisait venir aux États-Unis, pas de manière forcée, hein, c'était toujours été volontaire. On leur demandait, mais c'est le questionnaire, de toute façon, que tous les étrangers remplissaient en arrivant aux États-Unis. Avez-vous fait partie des alliés de l'Allemagne nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale? Aujourd'hui encore, si vous allez aux États-Unis, le questionnaire qu'on vous fait remplir dans l'avion, il y a avez-vous participé à l'extermination des Juifs pendant la dernière guerre? On fait une question dans ce genre-là. Je ne sais plus ce qu'elle est exactement, mais enfin, en gros, c'est. On voudrait savoir exactement ce que vous faisiez dans la nuit du 1er septembre 1939 au 8 mai 1945, quoi. Bon, alors, ça a eu des conséquences précises, c'est-à-dire que quelqu'un comme George Rickey, qui était en fait le chef de l'organisation du travail esclave dans le camp de Dora, qui était un camp de concentration, où on fabriquait les V1 et les V2. Là, de fait, George Rickey, il a répondu que oui, il avait participé, il avait fait partie des alliés de l'Allemagne, on lui a demandé ce qu'il avait fait, et quand on a appris que c'était lui qui organisait le travail des esclaves, enfin des prisonniers esclaves qui mouraient au travail, on l'a mis dans un avion pour qu'il aille se faire juger à Nuremberg. Et de fait, il a été jugé, et de fait, il a passé le reste de ses jours en prison. Donc, Paperclip n'était pas le moyen pour les nazis militants d'échapper aux poursuites. Mais Paperclip était le moyen pour les Américains de récupérer des gens sur des programmes ciblés. Alors, la question de savoir comment a été opéré le ciblage, c'est intéressant justement si on compare les migrations avant-guerre et les migrations après-guerre, parce que ça va permettre de comprendre la différence entre ces émigrations. En fait, bon, l'essentiel des savants qui émigrent avant-guerre sont juifs ou ont des origines juives, et en fait, leur problème, c'est quand même que l'arrivée des nazis, qui sont ostensiblement antisémites, va leur poser des problèmes.
Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont accorder l'asile à tout le monde. C'est-à-dire qu'entre 1933, donc l'arrivée des nazis au pouvoir, et en gros 1941, qui est le moment où ça devient très difficile de partir, les États-Unis reçoivent 300 000 demandes de visa, et ils vont en accorder 90 000. Où vont les autres? Dans un premier temps, ils vont au Benelux ou en France. Un tiers des Allemands qui se réfugient hors d'Allemagne entre 1933 et 1939 viennent en France et au Benelux et Belgique, Néderlande, Luxembourg. 8 000 en Suisse. Il n'y en a pas beaucoup, mais les Suisses acceptent les couples avec enfants. Les Suisses acceptent les couples avec enfants, y compris pendant la guerre, pour protéger les enfants. 48 000 au Royaume-Uni, 60 000 en Palestine. L'immigration en Palestine avait commencé, sur l'actuel territoire d'Israël et du Liban, etc., avait commencé en fait dès 1917, mais s'intensifie avec l'arrivée des nazis au pouvoir. Et finalement, on a aussi des gens qui vont en Amérique hors États-Unis, c'est-à-dire essentiellement au Canada, en Argentine, au Brésil. C'est 84 000 personnes. Voire à Shanghai, avantage de Shanghai, dans la concession internationale, il n'y a pas besoin de visa. Et il y a quand même 15 000 juifs allemands qui émigrent à Shanghai. Il faut dire que quand Hitler arrive au pouvoir, on irait n'importe où. Bon alors, parmi ces émigrants, il y a Albert Einstein, qui est quand même une figure relativement connue de la vie scientifique mondiale au XXe siècle. Il y a des gens que vous connaissez peut-être moins, mais qui sont pas tout à fait des brels, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez John von Neumann. John von Neumann, c'est quand même un... Alors, de fait, il est d'origine israélite. Il est citoyen, je ne sais plus si c'est autrichien ou hongrois. C'est quand même le petit gars qui invente qui axiomatise les mathématiques pour résoudre les antinomies de la théorie des ensembles, puis qui axiomatise la physique pour en faire la physique théorique. Donc c'est un mec qui est plutôt fort, quoi. Et ensuite, c'est lui qui va inventer la structuration des ordinateurs en termes de unités de calcul et mémoire. Voilà. Bon, donc c'est un mec plutôt bon. Et il fait partie de ce premier train d'immigrés. Comme visiblement il y a pression pour qu'on s'en aille, mais on a quand même pu faire court, je vous propose qu'on s'arrête là. Et donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne semaine, qui promet d'être un peu agitée, mais enfin c'est la vie à PMF. Je serai heureux de vous retrouver la semaine prochaine, si tout va bien et si vous le voulez bien. Merci.